Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Bonjour à tous. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast avec deux invités, Caro et Nathan, qui sont tous deux des amis à moi. Nathan un peu plus récent, Caro ça fait un petit bout de temps maintenant. Et voilà, je vous laisse dire bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Ça me fait grave plaisir de les avoir ici. Et si on les a ici, c'est parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, qui est les relations parasociales. Pour les gens qui savent pas trop ce que c'est, pour vite fait faire un diagnostic du sujet, c'est une relation où on a l'impression de connaître des personnalités publiques. Donc il nous arrive parfois de tisser des liens forts avec des personnalités qui ignorent notre existence. Et ces relations, elles sont dites parasociales. Donc des relations qu'on dirait unilatérales qui vont que dans un sens, donc le sens du fan à l'artiste. Donc c'est une relation qui est parfois connotée imaginaire, un peu illusoire. Elle est basée seulement sur une impression sans vraiment de sens de l'intimité. Donc on va parler de ça, des points positifs, négatifs, de comment elles évoluent vis-à-vis des réseaux sociaux, parce que c'est clairement le phénomène qui fait que on développe ces relations parasociales. Donc voilà, je suis très contente de le faire. C'est un sujet hyper fascinant, surtout au niveau du fanatisme. On va surtout se baser sur des artistes évidemment musicaux, mais vous êtes complètement libre aussi de parler de personnalités publiques hors, c'est complètement ok. Mais forcément le point de départ, on parle de musique, mais c'est n'importe quelle personnalité publique finalement les relations parasociales. Donc feel free d'intervenir aussi sur des gens qui sont pas forcément musique. Pour commencer, est-ce que vous avez déjà eu conscience d'avoir une relation parasociale avec des artistes voilà, comment vous le reconnaissez et qu'est-ce que ça vous a appris, tu vois? Vas-y. Je dirais que je l'ai pas eu conscience tout de suite. J'en ai pas eu conscience tout de suite. J'ai commencé, je dirais, à vraiment m'intéresser à des artistes vers la fin de mon collège, début de mon lycée. C'est là que j'ai commencé à vraiment écouter des discographies entières, pas juste la musique qui passait à la radio, tout ça. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé dans le rap français, du coup. Et très vite, en fait, quand je commençais à graviter autour de tout cela et à écouter la discographie d'un mec, puis écouter la discographie d'un mec qui était en feat avec ce mec et explorer tout ça, je me faisais une espèce d'image mentale de leur vie à eux, notamment parce que dans leurs textes, il y avait vachement leur vie perso, il y avait, c'est le principe aussi du rap, et donc j'avais l'impression que c'était presque comme une bande de potes que je connais, mais j'en ai pas du tout eu conscience pendant super longtemps. Je pense que j'ai commencé à en prendre conscience vraiment en grandissant plus, et en me rendant compte que j'avais l'impression de les connaître sans vraiment les connaître, que parfois certains m'ont surpris dans leur choix, dans ce qu'ils sont devenus. Ça a pu me faire un effet où je me suis dit, en fait, je le connais pas tant que ça. Et puis, il y a eu une autre expérience où une fois, j'ai rencontré un rappeur dont je suis fan. J'étais vendeur à la Fnac à l'époque et il est venu m'acheter un téléphone. Trop bien. Et donc, je lui parle et au début, je suis un peu paralysé parce que vraiment, je suis très, très fan de ce rappeur. Et pendant toute l'expérience, je sais pas quoi dire, pendant toute la vente. Et à la fin, je lui dis, je suis super fan. Je t'écoute depuis 2012. 2012, j'avais 14 ans. Je commence à faire le prover. J'étais à Ta Cigale, j'étais à tel concert, j'ai acheté ça. Vraiment, je déblatère tout. Et lui, il est tout gêné. Et c'est à ce moment-là, vraiment, je pense que ce jour-là, j'ai eu une espèce de révélation. En fait, il y a grave une différence. C'est-à-dire que pour lui, je suis un fan parmi plein. Pour moi, c'était un rappeur très, très spécial. Tu vois, c'était un de mes rappeurs préférés. Et ouais, je pense que ça a été un petit peu une réalisation pour moi. Et alors, je m'en suis rendu compte après que du coup, j'avais ça avec plein de gens de tout son entourage et de tous les autres rappeurs, et même hors rap. Ouais. Évidemment, l'intensité que tu ressens en fait sur le moment te fait réaliser que c'était beaucoup plus intense que je pensais. Enfin, c'est beaucoup plus profond que je pensais en fait. Ouais. Je pensais que j'aimais sa musique évidemment et que je l'admirais, mais une fois qu'il est en face de toi, là tu ressens davantage le truc. Ah ok, la proximité elle est vraiment réelle, j'ai l'impression de le connaître, mais au final je suis grave intimidée et il y a un truc qui se passe, c'est étrange de fou.
il y avait un truc très, très chaud, c'est un humain simple. Là, c'était vraiment un client comme j'en voyais des dizaines, des centaines par jour. Grave. Sauf que ce client, pour moi, représentait des choses de fou. C'est un peu comme si tu vois ton ex. Enfin, d'une certaine manière, tu vois, c'est une personne, c'est un humain, mais quand tu vois cet humain, il se passe des trucs de fou. Ton crush, enfin, tout ça. Là, c'était un peu mon crush, techniquement, de fan, où je le rencontre, c'est un humain, et je me rends compte que, pour lui, c'est une relation normale parce qu'il va voir plein d'autres vendeurs Fnac dans sa vie. Pour moi, c'était un moment très spécial où j'étais un peu overwhelmed et un peu, tu vois. Ouais. Et pourtant, ce décalage-là, je l'ai un peu compris ce jour-là. Ça n'a pas été une mauvaise chose, ça n'a pas été une bonne chose ou quoi. Enfin, c'est neutre. Je dirais juste que ça m'a vraiment fait une réalisation de attends, tu vis des relations parasociales avec des artistes, quoi. Ouais. Et le côté. En fait, le fait que tu te réalises que cette personne, pour elle, c'est vraiment un échange complètement normal et qu'au final, en fait, tu réalises aussi le côté unilatéral à ce moment-là, tu vois. Donc, le côté sens unique. Grave. Parce que t'as pas envie de passer. Enfin, t'as quel âge à ce moment-là Je pense que j'ai 18 ou 19 ans, ouais. Ok, t'as pas envie non plus de passer pour fou du bus ou quoi. Et t'as envie de faire une bonne impression. Complètement. Et tu réalises davantage encore plus le côté vraiment sens unique, alors qu'avant, tu pouvais te cacher derrière ce truc de pas penser forcément à sa réaction s'il venait à te rencontrer, parce que c'est tellement loin, mais tu pouvais imaginer ce qui allait se passer. Complètement. Et là, tu te retrouves face à. Donc du coup, c'est hyper intimidant, je trouve. Et toi, Caro, est-ce que t'en as eu pas mal, je pense? Moi, j'en ai eu pas mal. Je suis un peu l'experte des relations parasociales. Non, mais moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser deep à la musique dans le collège aussi, 12-13 ans, je pense. Ouais. Avec la pop, notamment les boys bands, j'ai le droit de dire ou pas? Oui, mais fonce. Les One Direction. Évidemment. Moi, c'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Au début, surtout à l'époque, il y avait une grosse communauté, c'est encore le cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de fans, quoi. Je veux dire, avec TikTok, c'est encore pire, mais à l'époque, c'était Twitter, Instagram, Kik, Vine, tout ça. Tumblr, ouf, gros sujet. Ouais. Et où justement, en fait, on était toutes dans ce cas-là, justement, on était, amoureuses des chanteurs, hein, clairement. Enfin, il y avait vraiment ce truc de crush et ils étaient un peu plus vieux que nous, mais pas tant que ça non plus, donc c'était pas déconnant. Et ils étaient jeunes aussi quand ils ont commencé, hein, parce qu'ils avaient 16 ans, 17, 18. Ouais. Donc, j'avais 12 ans, donc il y a quand même un écart, mais je veux dire, il y a très vite cette notion de crush qui arrive, surtout à cet âge-là. Ouais, grave. Donc, à ce moment-là, je pense que je me rendais pas forcément compte, puis on savait pas trop ce que c'était non plus les relations parasociales. Mais comme c'est des gens dont j'écoute encore la musique aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul, je me rends compte qu'effectivement, déjà, cette relation a énormément évolué. Enfin, je suis plus du tout amoureuse d'eux aujourd'hui ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même cette sensation presque de lien, d'attachement qui est présent. Mais c'est plus, je les considérerais plus comme pas des membres de ma famille, mais des gens qui sont là depuis tellement longtemps dans ma vie, que j'admire, qui m'ont beaucoup aidée aussi dans des moments où ça allait pas. Je pense que l'attachement est vachement lié à ça, de se reposer sur l'artiste, sur sa musique, d'avoir des moments de joie intense pendant les concerts ou quand il y a un nouvel album ou des choses comme ça. Et voilà, donc oui, c'est une relation que je pourrais pas forcément décrire, mais qui me touche et qui me touchera toujours, je pense, vis-à-vis de ces personnes-là, quoi. Ouais. Surtout, si on prend le côté de développer une relation, développer déjà le fanatisme quand t'es gosse, déjà, t'es enclin à davantage prendre en admiration et prendre sur ce piédestal les gens que t'admires, parce que t'es encore en développement. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur les One Direction et on parlait beaucoup de ça, du fait qu'en étant adolescente, évidemment que ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce qu'on était, que ce soit les hormones, le fait de grandir, de pas, tu cherches tes passions. Du coup, t'en fais toute ta personnalité. Enfin, c'est très, très lié, évidemment, à ça. Donc, la proximité que tu vas développer avec des petits gosses de 17 ans qui commencent, qui sont... pour une jeune fille, en vrai, forcément, c'est un peu intriguant. C'est très intriguant et t'as envie d'en faire... Une fois que t'as kiffé 2-3 sons, t'as envie d'en faire toute ta personnalité. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que tu sais pas encore qui tu es et t'en as besoin, quoi. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, vu que vous le réalisez, vous êtes quand même détaché de ça au quotidiennement quand vous écoutez des choses ou quand vous suivez un artiste quotidiennement? Est-ce que tu as l'impression que toi, tu t'en es détaché, Caro ou... En vrai, oui. 100%. Après, en grandissant, justement, tu te détaches un peu de tout ça. Puis c'est des phases aussi, je trouve. Ouais.
te détaches de ça, tu prends conscience de plein de choses. Et oui, en fait, ce déclic que tu as parlé en mode ok, c'est une personne réelle, je l'ai eu aussi en rencontrant un rappeur préféré. Et en fait, je me retrouve donc j'attendais devant le concert parce que je sais qu'il sortait pour discuter avec les fans. Et en fait, je me retrouve par hasard à discuter avec sa première partie que je ne connaissais pas et que j'avais découvert ce soir-là. Et il discutait avec tout le monde et tout. Enfin, il avait besoin d'un feu presque. Bref, je commence à parler avec lui et en fait, je parle avec sa première partie pendant 1 heure. Et je dis, en vrai, je suis un peu intimidée de parler au rappeur, enfin, mon rappeur préféré qui allait sortir. Il me dit, il m'a vraiment dit, tu sais que c'est un mec normal qui fait ses courses, qui va aux toilettes et tout. Enfin, chill, quoi. Et en fait, c'est vrai que tant que t'as pas la personne en face de toi, bon, j'étais quand même starstruck et overwhelmed, et j'ai bégayé. Et pareil, j'ai dit que je l'écoutais depuis archi longtemps et qu'il m'avait grave aidé dans ma vie et que je l'aimais de fou. Et enfin, ses sons et ses projets. Et effectivement, en fait, tu te dis, en fait, c'est juste un mec normal qui fait ce qu'il aime. Et nous, on est touchés par ce qu'il fait. Mais c'est fou comme on se reconnaît dans ce qu'ils font ou dans leurs projets, etc. On a l'impression de les connaître, mais en soi, c'est pareil. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de montrer, quoi. Mais c'est... En soi, tu vois, moi, je trouve ça vachement humain, en fait, parce que d'avoir autant de respect et d'admiration, en fait, aussi pour quelqu'un qui t'a apporté beaucoup. L'attachement en soi qu'on apporte enfin, la sensibilité que tu apportes à la musique et l'attachement ensuite que tu apportes à la personne, tout à chacun ses manières d'être sensible et de quoi vous êtes plus attaché, mais c'est vachement humain finalement de le rencontrer, même s'il y a ce truc d'intimidation et de le mettre sur ce piédestal, c'est justement parce qu'il y a une force vraiment de respect, tu vois. Et aussi quand on parlait de rencontre, à la limite de réalisation que c'est une vraie personne, de te retenir limite aussi, de pas trop peut-être le toucher, peut-être respecter cette phase qui, pour certaines personnes, est plutôt compliquée. Oui. Parce que se toucher, ce côté, j'en parlais dans l'épisode qu'on a vu sur Billie Eilish, le besoin limite de faire des câlins, de dire merci, de physiquement voir la personne, d'essayer de prouver ton affection d'une manière physique, parce que t'as l'impression de la connaître et parce qu'elle t'a apporté tellement de choses. Bah, tu veux la remercier de cette manière, mais finalement, le geste est hyper bizarre quand on y pense. Et donc, c'est hyper perturbant de forcer le respect et en même temps de pas dépasser une certaine limite, quoi. Parce que, quand même, respecter cet espace, quoi. Oui, de fou. Et pas qu'ils se sentent trop en danger, enfin, pas en danger, mais overwhelmed, comme nous quand on rencontre quelqu'un qu'on kiffe de fou, tu vois. Parce que tu peux vite te sentir pressurisé par les fans quand ils commencent à devenir beaucoup, tu vois. Même un peu, enfin, t'as déjà 5 personnes autour de toi qui te disent je kiffe ta musique, c'est déjà beaucoup, tu vois. Oui. Genre... c'est bizarre. Tu te dis, si moi là, j'ai 5 personnes en face de moi qui me... Bah ouais, ok, cool. Ouais, c'est ça en fait, je trouve ça vachement étrange. Et tant que tu le vis pas, tu te dis pas que waouh. J'ai eu une expérience. Une fois, moi, j'ai été reconnu une fois dans la rue parce que je fais des vidéos sur Internet. Et une seule fois, un petit est venu me voir et il m'a dit j'adore ce que tu fais. J'étais overwhelmed de fou parce que c'était la première fois, évidemment. Mais même, je savais pas quoi lui dire. C'est-à-dire que le petit me dit ouais, j'adore tes vidéos, c'est trop bien, je les regarde toutes, ça me fait penser à des trucs, tout ça. Et je lui dis mais mec, vraiment, genre, je suis toi, juste j'ai quelques années de plus, tu vois. Et c'est trop étonnant. Et je peux pas imaginer ce que c'est de vivre ça quotidiennement avec plein de personnes qui te disent parfois des choses beaucoup plus folles que ce petit qui aimait bien mes vidéos. Je pense à parfois, je me mets parfois à la position des artistes, quand on leur dit ouais, t'as changé ma vie, ou alors parfois même tu m'as sauvé la vie, ou des choses de ce genre-là. Exactement, ça, je me dis que le niveau d'intensité que ça doit représenter est un peu inimaginable. Comment toi, avec juste, t'as une passion et tu décides d'en faire, tu fais de la musique parce que t'aimes bien la musique, tu te retrouves à avoir un impact qui sauve la vie de personne. Alors c'est génial, hein, mais tu te dis, ok, mais si demain je fais de la merde, je sauve plus la vie de personne. Enfin, c'était censé être une passion, un truc fun. Donc ça, en me mettant du point de vue artiste, ça me terrifierait un petit peu de voir l'intensité de l'impact que je peux avoir sur quelqu'un. Je sais qu'il y a des fans, quand un artiste prend des décisions artistiques ou personnelles qui leur déplaisent, qui vont faire une dépression en fait. Enfin, tu vois, ça peut arriver de ton artiste préféré fait n'importe quoi et ça te déplaît vraiment. Ça peut vraiment avoir un effet monstrueux sur toi. C'est fou de se dire que toi, avec tes choix artistiques qui devraient être purement personnels, tu puisses avoir cet impact-là sur des gens. Donc, évidemment, on est directement dans le côté négatif du parasocial et il y a plein de choses positives dont on va pouvoir parler, mais je pense que quand tu dis il faut réussir
à essayer de le doser. Et je pense qu'en grandissant, tu demandais quand est-ce que ça nous est arrivé, est-ce qu'on le vit toujours. Je pense qu'en grandissant, on se rend compte un peu de tout ça. On se met plus facilement en position empathique face à ce que la personne vit. Et donc, on a tendance à prendre des mesures et à se dire, bon, bah voilà, c'est un humain. On va pas lui mettre la pression comme si c'était une divinité ou je sais pas quoi. Et cette notion d'empathie prend beaucoup plus de place et en même temps, si on parle aussi du côté négatif, c'est évidemment... j'ai tendance à dire que la différence dans le parasocial qui peut paraître bizarre pour certaines personnes, la différence c'est de reconnaître que et de avoir l'entourage fort autour de toi qui te permet de faire la différence et d'accepter peut-être que tu l'as et qu'elle peut-être te fait justement du bien, parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'a fait du bien. D'être dans cette petite bulle imaginaire évidemment de confortable, que j'avais cette relation lointaine de cette personne qui ne connaît pas mon existence, mais je la connais comme le dos de ma main, IMDR. Mais tu restes dans cette petite bulle de confort, mais il faut avoir... Il n'y a pas vraiment de solution à part reconnaître que tu l'as subi. Et, parce qu'il y a aussi ça. Est-ce que tu l'as subi ou est-ce que tu l'as nourri ? Est-ce que ça t'arrive ? Est-ce que ça te... Ouais, pour vous, est-ce que c'est une chose qui vous arrive et après vous la nourrissez, tu te rends compte que tu la nourris parce que tu deviens un peu obsessionnel, ou c'est malgré toi, tu commences une relation parasociale, ou c'est parce que c'est arrivé, parce qu'il y a eu les infos pour... Honnêtement, je pense qu'il y a un peu des deux. Et ça dépend dans quelle phase aussi, entre guillemets, mentale, enfin santé mentale, alors je veux dire, où t'en es. Et l'approche que tu vas avoir vis-à-vis de ça, est-ce que ça t'apporte, en fait ? Enfin, si effectivement tu vas pas bien et que tu sens que c'est quelque chose qui te procure de la joie ou du plaisir, tu vas t'y plonger en fonction de ta sensibilité, oui, peut-être de manière un peu obsessionnelle, parce que potentiellement, à cet instant T-là, c'est la seule chose qui te fait du bien. Donc oui, là, tu vas le nourrir, etc. Et en même temps, ça se fait aussi beaucoup plus... ça peut se faire de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus longue sur la durée parce que tu vas être touché par un projet, par 2 projets, et ça continue de te toucher. Et en fait, tu vas voir l'artiste plusieurs fois, et de fil en aiguille, tu as une relation qui se crée, mais qui est beaucoup moins intense que ce que ça pourrait être en fonction de là où t'en es, je pense. Parce que pour moi, il y a vraiment le truc aussi de... au-delà de la musique, c'est, tu sais, le moment où tu te renseignes, en fait. Oui, tu sais, parce que dans le process d'être un fan, on a chacun sa manière de consommer de la musique. Parfois, ça peut rester que sur Spotify, Deezer, peu importe la plateforme que vous utilisez. Ça peut rester dans cette bulle-là, mais là où tu passes un step, c'est tu vas follow l'artiste sur les réseaux. Et là où l'investissement et l'engagement prend vraiment un tournant, c'est quand tu as décidé, ok, j'ai envie de voir les news et d'être au courant, donc réseau. Et là où, quand je parle de ça t'arrive, c'est plus ça où genre, tu vas être confronté au contenu qui va poster peut-être justement de sa vie en général. Ça dépend comment il communique, on en parlera aussi. Et donc, ça t'arrive, mais en même temps, t'as fait le choix d'eux. Et c'est pas toi qui décides ce qu'il va te dire, tu vois. Mais tu peux décider, évidemment, comment tu le contrôles, ce sentiment de proximité aussi, tu vois. Mais... Je pense qu'il y a un truc de responsabilité, comme tu dis, de l'artiste, dont on parle pas assez. Mais aussi, évidemment, déjà, il faut qu'il y ait un terreau fertile pour devenir fan, super ça, fan. Voilà, ouais. Ça, on en parle tous pour l'adolescence. Là, on a tous vécu ça à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on est en recherche de repères, de modèles. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qu'on trouve vraiment stylé, ça devient, voilà, on en a parlé. Grave. Ça peut arriver à des gens plus tard, évidemment, notamment quand il y a, par exemple, un vide dans leur vie. C'est un truc qui peut arriver parce que, je sais pas, t'as vécu une rupture et il y a quelque chose qui permet de combler ce vide. T'as vécu un moment difficile dans ta vie ou t'as un moment de creux, quelque chose. Ça se fait un terreau fertile pour rentrer à fond dans quelque chose. Et ça pourrait être dans une passion, hein, mais la passion en question, là, c'est juste être fan d'une artiste. C'est une passion, ou d'un ou une artiste. Après, je pense que ce que tu dis qui est intéressant, c'est la responsabilité un peu de l'artiste. C'est-à-dire que, en fait, en tant qu'artiste de base, tu as juste à fournir de la musique. De base, c'est ça ton travail. Ouais. De plus en plus, on remarque que le travail d'un artiste... C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et c'est de fournir des choses autour de ton art et des trucs sur ta vie perso, des trucs sur ton lifestyle, des trucs comme ça, avec tes réseaux sociaux, évidemment.
et de donner à manger un peu à ces personnes qui en sont en demande, mais toi, tu le donnes à manger. Donc, on peut se dire qu'il y a la responsabilité de l'artiste, mais j'ai encore envie de nuancer ce truc-là. Ouais, vas-y. Par rapport à des artistes dont moi, j'ai été fan, pour me nommer, j'ai été très, très fan de PNL à un moment, j'étais très, très fan de Daft Punk. C'est des artistes extrêmement secrets. On sait rien de leur vie, globalement. C'est la strate, c'est leur strate de communication, ils donnent que la musique. PNL, ils ont toujours dit, on fait pas d'interview, c'est notre musique qui parle pour nous. C'est la logique. Ça n'a jamais empêché des fans de devenir un peu zinzin, à chercher tout sur leur vie perso. Et maintenant, on sait plein de choses, dont moi, sur leur vie perso, parce qu'en fait, on les a cherchés. Et c'est pas parce qu'ils nous l'ont pas donné qu'on va pas aller le chercher. Donc, j'ai un peu envie de nuancer cette responsabilité de l'artiste, parce qu'au final, j'ai l'impression que quand les gens veulent trouver, ils trouveront. C'est ça. Et en sur fait, les 4, je veux dire, Daft Punk, ils pouvaient probablement pas faire plus secret sur leur vie, les deux, en mettant un casque qui en donnerait aucune information, aucune interview. Et pourtant, on sait plein de choses sur eux, et il y a des fans qui font des théories sur d'où ils sont, sur ce qu'ils font dans leur vie, tout ça. Donc, évidemment qu'on peut se dire que l'artiste est responsable. J'ai un peu l'impression que l'artiste subit un peu aussi la logique à la fois du marché de la musique, qui est de fournir du contenu à tes fans parce que c'est comme ça que tu perces, et de juste, les fans vont aller chercher les trucs quoi qu'il arrive. Ouais, parce que finalement, on parle d'un artiste, comme tu dis, responsabilité de faire de la musique et c'est tout, c'est ton job. Aujourd'hui, ça change avec les réseaux et de la manière dont tu promeus, c'est limite une télé-réalité, ton projet musical, tu vois. Et on peut se demander, et le fait que tu n'arrêteras pas un fan qui est intéressé et qui est curieux de chercher, évidemment. Surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Complètement, c'est pas, ça va arrêter personne. Et c'est justement dans ce processus-là où là où tu pourrais être très secret, finalement, tu essaies justement de garder le maximum de personnel que tu as avec la musique. Mais finalement, en fait, si ce fan est curieux, dans ma tête, c'est vraiment, comme je parlais d'une chose très humaine, on est littéralement, on est des espèces qui survivent grâce au collectif. On veut créer des liens, on veut être connecté à des choses. Et si la musique t'a touché à ce point, forcément, l'humain derrière, il t'intéresse, tu vois. Et ça dépend à un certain level. Mais en tout cas, en fonction, je parlais de sensibilité tout à l'heure, c'est pareil, c'est en fonction de ta sensibilité. On est tous différents, je le répète, mais je trouve, c'est pas déconnant une personne qui veut en savoir plus sur l'humain qui a fait ça, tu vois. C'est pas, aujourd'hui, on est grave passionné par le processus de créa. Tu sais, des artistes, on veut tous savoir comment le son a été fait. On veut qu'il y ait quelle histoire, et c'est vachement humain. Donc, et en même temps, donc, t'as raison, en termes de responsabilité, là, c'est pas de leur ressort forcément. Néanmoins, il y a des gens qui l'utilisent parce que c'est devenu un levier, le sentiment de proximité, tu vois. Mais je trouve que ça va dans les deux sens aussi. Là, tu vois, tu parlais de Daft Punk. En fait, malheureusement, c'est du coup cette rareté qu'on peut avoir en termes de proximité avec eux. Je trouve qu'elle encourage encore plus le fait de faire des recherches et vu qu'ils sont ultra et PNL c'est pareil, je pense qu'ils l'ont fait pour eux à la base, mais en même temps ça a créé une telle hype derrière de justement vouloir savoir des choses, aller chercher des infos et tout. Moi qui n'étais pas du tout connectée au rap, j'avais entendu parler de PNL, mais j'entendais parler de PNL parce qu'on savait rien sur eux et du coup c'est un peu contre-productif entre guillemets. Parce que, mine de rien, est-ce que les artistes, ils se disent pas, est-ce que je leur donne pas un peu à manger, comme tu dis, comme ça, ils me laissent tranquille, entre guillemets, et je peux contrôler, plutôt que... Bon, après, il y a des gens qui disent tout, et c'est leur personnalité aussi, évidemment, mais... tout, on s'entend. Mais c'est vrai que, malheureusement, ça peut avoir l'effet inverse de vouloir trop se cacher, parce que du coup, limite, il y a des j'allais dire des malades, mais non, mais ça peut aller, du coup, le fanatisme peut aller encore plus loin, et le stalking, on arrive au côté toxique du stalking, voilà. Et là, ça passe dans vraiment, comme tu dis, de la toxicité de la relation, quoi. Voilà, parce que, en fait, dans ce côté toxique ou dangereux, dans les comportements, du coup, qu'on pourrait connoter jusqu'à à être toxique et dangereux, t'as le stalking en first, là où vraiment, il n'y a pas eu de dosage sur la prise de conscience de l'écran, de ta relation vraiment virtuelle, parce que c'est vraiment mon levier là dont je parle. C'est pour moi relations parasociales aujourd'hui, je les vois vraiment très virtuelles du coup avec les réseaux. Donc cet écran, notre cerveau, il fait pas vraiment la différence quand tu vois une personne. En fait, le cerveau humain, il fait pas forcément la différence quand tu vois une personne t'expliquer un truc sur ton téléphone que comme ça serait dans la vraie vie, quoi. C'est juste un humain.
Et là où il y a un côté vraiment très étrange qui se passe, c'est ce qui pourrait, tu vois, certaines communautés comme la K-pop sont connotées à être des fans qui pourraient dire, soi-disant, sont complètement malades, nanana. J'ai fait un épisode sur la K-pop, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Je sais pas s'il sera sorti à ce moment-là, c'est pas grave. En tout cas, on en parlera. Et non, mais qu'il y a ces préjugés. Tu parlais de tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, de communautés qui sont un peu connotées. Ouais. Les folles, les stalkeuses, nanana. Surtout les filles, oui. Et Complètement. mais c'est aussi Ouais. et c'est évidemment, faut prendre conscience et faut mettre cette distance, mais c'est aussi, par exemple dans la K-pop, qui est un truc qui est ultra nourri. Genre, quand je parlais de télé-réalité, Sophie et Mathilde, elles m'ont parlé que chaque groupe de K-pop a son émission de télé-réalité. Mais non. Si, en fait, ça va avec les idols K-pop. Ok. Et surtout, ils ont des rôles. Celui-là, il est marrant. Celui-là, il est machin. Celui-là, il est intéressant. Celui-là, il est beau. Celui-là... Il est mystérieux. Voilà. Ouais. Ok. Ils ont tous... Et en fait, ils ont leur propre télé-réalité. Donc, du coup, c'est vraiment... la relation parasociale, c'est ce qui définit vachement la K-pop. Et l'industrie essaie de s'en nourrir beaucoup de cette proximité-là. Là où je pensais que moi, c'était un milieu justement inaccessible parce qu'il y avait ce truc de faut être parfait, faut être... faut que tout soit clean, faut que... Là, au niveau de la culture asiatique et coréenne surtout, enfin la culture coréenne et la K-pop, il y a un truc où les idols, faut qu'elles soient ci, elles fument pas, elles boivent pas, elles font machin. Enfin, il y a des trucs hyper stricts. Bref, au-delà de ça, c'est une industrie qui nourrit vachement cette relation-là et justement qui te fait tomber dans un cercle vicieux où on te donne même des trucs inédits tout le temps, nanana, voire très personnels. Donc on t'apprend limite en tant qu'artiste parfois cette authenticité ou ce fait d'être proche et d'être de vraiment forcer la proximité, quoi. C'est drôle, c'est une espèce d'authenticité complètement artificielle qui est nourrie, qui est créée et qui est forcée sur les artistes. C'est un peu l'opposé au final des artistes qu'on a cités qui sont extrêmement distants. C'est-à-dire qu'on a décidé que pour ces artistes, il fallait leur donner une proximité aux fans, sauf qu'elle est complètement calibrée autour d'émissions qui sont créées et de personnages qui sont créés. Yeah. Donc, si on réfléchissait à la solution du point de vue artiste, on se dit, ok, si tu dis toute ta vie, c'est pas top parce que les gens vont tout savoir sur toi. Si tu dis rien de ta vie, c'est relou parce qu'en fait les gens vont quand même chercher à trouver des infos. On pourrait imaginer qu'il y a un juste milieu qui est tu donnes des choses mais tu donnes que ce que tu veux. On peut voir que ça finit en fait en... C'est un peu ce qui se passe en fait finalement. Parce que dans la K-pop c'est ça. Les artistes ils donnent des choses mais ils donnent des choses très contrôlées. Je crois... Je suis pas un expert K-pop, mais je crois que par exemple il y a des relations qui sont cachées parce qu'il faut que les personnes ils ont pas le droit d'être en couple. C'est ça. Potentiellement que certains ont des relations amoureuses ou avec des gens, tu vois, c'est complètement caché et ça va être un truc qu'on va contrôler. Donc au final, c'est pas du tout authentique et ça donne des dérives au final puisque on a tous l'image de certaines personnes qui sont une toute minorité de la communauté K-pop qui ont une relation parasociale extrêmement poussée à appeler les idoles leur mari, leur femme, des choses comme ça. Non mais vraiment. Non mais oui, c'est vrai. Non mais je souris parce que j'ai une expérience perso, enfin pas perso, mais d'un pote à moi qui est complètement amoureux d'une chanteuse de J-pop, c'est un peu différent, mais au point où voilà, c'est limite l'amour de sa vie pour lui. Donc c'est un truc qui l'handicape légèrement dans sa vie de tous les jours. Tu m'étonnes. Genre, c'est un truc. Non mais c'est un truc qui a été nourri aussi par la manière dont par cette solution-là de donner de manière contrôlée. Au final, ça n'a pas l'air d'être une solution parfaite du point de vue artiste. Je suis pas sûr qu'il y ait de solution parfaite. Non, il n'y a pas de solution parfaite, mais vas-y, dis-moi. Puis justement, c'est du marketing en fait. Ouais. C'est du marketing et maintenant qu'on en parle, en fait, je me rends compte que c'est totalement ce qu'on a vécu aussi avec les One Direction. Ah, complètement. Et en fait, on s'en rendait pas compte parce qu'on était des gosses et que... Mais c'était pareil. Ils étaient célibataires, ils étaient beaux, ils étaient jeunes, c'était les gendres parfaits, ils allaient au sport, ils apprenaient des réponses parfaites en interview.
on s'en rendait même pas compte. C'était chaotique quand même. C'était chaotique. Mais... Oui, ça restait des jeunes garçons de 16 ans. Mais Grave. quand tu vois les réponses qui sortaient à l'âge qu'ils avaient, quand justement on parlait on leur parlait des fans, est-ce que vos fans sont folles, etc. Et tout. Bon, pour le coup, ils nous ont toujours respectés, évidemment. Parce qu'on était on payait leur. Mais ils savaient que leur fanbase était féminine, de toute façon. Voilà, donc en fait, c'était la DA, enfin, je veux dire. Mais c'est vrai que, c'était totalement du marketing. On était nourris de contenu exprès. Genre, en fait, on en parlait aussi dans l'épisode avec Sophie. C'était complètement, évidemment, mesuré, mais le nombre que ce soit les interviews, les BTS, les vidéos diaries, les choses comme ça, le nombre de contenus hors musique était hallucinant. Et c'est exactement pour ça qu'on a mangé. On a mangé, frérot. On était rassasiés. C'est ça, c'est qu'on n'était jamais rassasiés. Et on a parlé aussi de cette culpabilité après. Bien sûr. Putain, on adorait avoir autant de contenu, mais c'était tellement toxique, genre. Pour eux, ils étaient épuisés, quoi. C'est ça. Mais c'était que des choses qui nous permettaient d'en apprendre plus sur eux. Et ils étaient vachement publics, en fait, finalement. Genre, on voyait vraiment beaucoup de documents, cette documentation quotidienne de leur vie. Ils étaient filmés tout le temps. Filmés tout le temps. Et après, c'est des jeunes garçons qui font des bêtises et qui adorent faire... Ils sont fun, tu vois. Genre, ils veulent juste garder, en plus... Ils ont encore cette innocence-là au début. Et donc, du coup, t'as grave ce truc, putain, c'est trop fun, je rigole avec eux et tout. Il y avait ce côté crush et ce côté un peu grand frère. Oui. Et donc, forcément, c'était nourri de ça. Similaire à la K-pop c'est génial, j'ai un réconfort quelque part. Et genre, j'ai des gens qui, genre, ressentent le même truc que moi et tout. Et je peux m'exciter sur un truc, enfin, tu vois. Et c'était étrange, mais... Aujourd'hui, de la perspective que tu en as après, du contenu, refaire du contenu tout le temps, c'était horrible, en vrai. Mais il y a une notion quand même là, on était jeunes et tout, et les réseaux sociaux n'étaient pas encore à leur pic, tu vois. Enfin, ça commençait, et en fait, du coup, vu que ça commençait, t'étais lancé dans cette hype de faut tout suivre partout. C'était surtout sur YouTube, mais t'avais beaucoup de Twitter. Même sur Twitter, en plus, si on reste sur les One Direction, ils tweetaient H24, ils interagissaient énormément avec les fans. Oh, de fou, ouais. Donc, en fait, tout le monde voulait avoir son tweet. La question, combien de pourcentage des filles qui ont été sur Twitter, on va dire vers 2012, à partir de 2012, étaient parce qu'elles pouvaient parler avec Harry Styles ou... Mais 100%. C'est un truc de fou. Le nombre de fois où j'ai entendu ce récit-là. J'ai créé tous mes réseaux pour ça. Oui. Fou. Sans l'autorisation de mes parents, évidemment. Et c'était un truc de fou. C'était un phénomène, en vrai, monstrueux, quoi. Ah, mais dingue. Moi, quand j'ai su que je pouvais avoir un compte Twitter où je pouvais consommer que des contenus sur One Direction, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais un compte fan. Genre, j'avais pas une fanpage, mais un compte fan. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je postais était que ça. Et tout ce que je regardais. Jusqu'à ton nom d'utilisateur, ta photo de profil, tout. Oui, parce que je savais qu'il y en avait tout le temps. Et genre... Et sur notre génération, c'est un phénomène... de fou. Et quand on parle de proximité, de ce que tu choisis de partager... Parce que pour moi, c'est de toute manière ce que tu mets sur les réseaux, et même si c'est un behind the scene, tu choisis, tu l'as calibré, comme tu l'as dit, c'est des choses qui sont forcément programmées. Et donc, mais c'est ce voile que tu dois faire tomber pour essayer d'avoir la reconnaissance de « attends, attention, c'est pas la réalité », mais en même temps, c'est des êtres humains, ils sont filmés, ils sont en train de se préparer. Comment c'est pas possible, c'est pas la vraie vie. Genre, il a dit ça dans tel machin. C'était calibré pour être authentique en plus. Oui, en fait. C'était les débuts de tout ça aussi. Enfin, on n'avait pas vraiment de quoi comparer. Parce que même si on regarde. En direct, c'est jamais arrivé avant. Non, en fait. Non. Parce que même si on regarde les artistes de l'époque, que ce soit très pop, Selena Gomez, Justin Bieber, etc., t'avais moins, je trouve, de. Je sais pas, il y avait moins de contenu, il y avait moins de... Là, c'était vraiment... Ils ont... ça charbonnait, hein. Ça charbonnait de fou. Ouais. Le nombre de documents... 5 tournées, 5 ans, 4 tournées mondiales, 5 albums. 4 et 5 albums, ouais. Attends, c'est pas humain qui fait ça... Bon, alors, tout en créant tout le contenu qu'il y avait autour. Ouais. Et en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. C'était pas en mode... Ils ont tourné un documentaire qu'ils ont passé 6 mois à éditer après. Tu vois. Non, c'était vraiment...
en permanence parce que vous étiez nourris. Enfin, je dis vous parce que moi je l'ai pas et vécu. Et encore, il n'y avait pas les lives, il n'y avait pas les ouais. choses comme ça, quoi. Mais c'était un truc de fou. Enfin, t'imagines. c'est comme ça qu'on a parlé anglais, parce qu'on regardait tout, qu'on a appris l'anglais, parce qu'on regardait tout en direct. Je voulais savoir c'est ce ça, qu'ils je voulais disaient. comprendre. Et surtout, tu sais quoi, si je les rencontre, faut savoir que faut que je sache parler anglais. Mais c'était complètement. honnêtement, et j'ai pas honte de le dire, il y avait vraiment cette notion-là. Et typiquement, regarde, point positif, ça te fait apprendre l'anglais. Alors, mais le nombre de filles que tu rencontres aujourd'hui, et qu'on est bilingue, on sait pas pourquoi, et les gens nous demandent comment ça se fait que tu parles aussi bien anglais. Tu veux la vraie raison? One Direction. Cette histoire-là, vraiment, c'est pas du tout la première fois que j'entends. Le côté de parler anglais et de se mettre sur Twitter par One Direction, j'ai entendu plein de fois. Je crois que, je veux pas dénoncer, mais je suis quasiment sûr qu'une de mes potes qui est prof d'anglais aujourd'hui a appris l'anglais au début grâce à One Direction, tu vois. Donc, superbe, j'adore cette anecdote. Ça fait sa carrière. Donc, au final, c'est une super chose. Ouais, et il y a du positif. Ça, c'en est un exemple. Évidemment, parce qu'en fait, c'est une passion. Faut se dire, faut pas l'oublier que c'est le fait d'être fan. Ça doit être un des sujets principaux de ton podcast, mais le fait d'être fan, c'est une passion comme une autre qui va te faire avancer, qui va te faire traverser des choses, même rencontrer des gens. C'est ça, quand on parlait de lien en fait au niveau de la communauté, c'est que One Direction, c'était pas juste, tu sais, ce truc évidemment d'avoir ce crush et de voir autant de contenu, c'est aussi tous les gens qu'il y avait autour. C'est qu'on s'est fait des potes, c'est que aujourd'hui avec Caro, si on est aussi proches, c'est parce qu'on est fan des mêmes choses et qu'on a été fan des mêmes choses. Et du coup, forcément, tu crées des liens. Et genre, la meilleure partie de mon expérience One Direction, c'était surtout ça aussi, parce que quand on parle de compte fan. Et certes de se mettre sur Twitter pour certes voir les tweets des gars, mais c'était aussi échanger des avis et des rebonds sur, des avis sur ce qui sortait, et on le fait toujours. C'est toujours hyper stimulant de parler avec des fans et de dire putain, t'as vu ce qui est sorti là derrière. Et du coup il y avait vraiment ce truc de communauté, et je pense que eux-mêmes ne réalisaient pas en fait ils voulaient beaucoup interagir avec nous, tu l'as dit, genre il y avait vraiment cette interaction quotidienne parce qu'ils voulaient le faire. Oui. Ils savaient pas, et forcément ils ont subi aussi des choses genre hyper quand on parlait de stalking ou quoi, ils ont subi des choses un peu toxiques clairement. Donc en fait c'est ce voile, et plus tu grandis, plus tu fais tomber le voile, et tu te rends compte que prendre de la distance elle est nécessaire, et qu'il y a une différence en fait entre penser limite que t'as une chance, ou que la personne elle va être tomber sous ton charme quand elle va te rencontrer, ou je parle pas forcément romantiquement parlant, mais tu vois ce que je veux dire, ou qu'elle va vouloir être pote avec toi, ou qu'elle va vouloir être pote avec toi, etc., juste parce que t'es fan. Parasociale devient une vraie relation sociale. C'est ça. Et la différence réside, comme je le dis, de reconnaître que t'as la capacité d'être attaché à cette personne, mais que c'est un profil abstrait quand même, et que une fois que tu rencontres, finalement tu réapprends à connaître une personne. Si tu dois la connaître, parce que je sais que ça t'est arrivé de rencontrer un artiste qui connaît ton existence, tu vois, aujourd'hui, mais c'est un vrai truc de réapprendre à connaître cette personne, le vrai et le virtuel, mais c'est complètement legit d'apprendre ce profil abstrait, de le prendre comme personne que tu connais, c'est normal. Enfin, quand tu regardes TikTok, je veux dire, c'est la manière dont on communique sur TikTok, c'est pas du tout pareil que les autres réseaux, tu vois. Bien sûr. Il y a un vrai truc de... c'est beaucoup plus personnalisable la manière dont tu envoies ton message. Tu reçois le message d'une manière beaucoup plus enclin à être personnel, parce que j'ai fait une vidéo où je parle du fait que je suis plus productive quand je suis bien habillée. Je parle à la caméra comme si je suis en FaceTime avec ma meilleure pote. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment un facecam TikTok. Que t'es vraiment chez les gens, dans la salle de bain, dans l'appart, peu importe. En fait, t'as l'impression d'être avec eux. Tu pourrais faire la même chose. C'est... Voilà, mais c'est vachement sur TikTok, tu vois, cette manière de communiquer finalement. C'est que sur TikTok. Sur Instagram, les gens se maquillent, tu vois. Sur TikTok, ils sont en pyjama. En plus, Covid, il y a tout qui est lié. Enfin, je veux dire, grave. C'est aussi vachement lié à ça. Mon expérience de créateur de contenu. Elle a commencé je fais les deux. Je fais Insta et TikTok, je poste sur les deux. Plus la vidéo est travaillée, montée pro, plus elle marche sur Instagram par rapport à TikTok. Plus c'est un facecam avec pas de montage, ou peu de montage, plus ça marche sur TikTok. Et c'est clairement parce que les gens TikTok marche un peu mieux aujourd'hui, pour plein de raisons, mais
une partie de ça, c'est aussi que les gens ont cherché une authenticité. Et quand ils sont en relation avec des artistes ou des créateurs ou n'importe quoi, ils recherchent cette version de la personne qui est la plus directe, la plus pote de décoffrage, en tout cas qui donne l'impression de l'être. Et ça, tu le retrouves beaucoup plus sur des réseaux comme TikTok. De fou, ouais. La manière dont tu reçois le message n'est pas la même, là où Insta ou YouTube va être beaucoup plus esthétique et davantage idéalisé, enfin travaillé, peut-être plus avec plus de fioritures, avec plus de, enfin vraiment comme tu parles de montage, tu vois, genre outre les vlogs, parce que par exemple Lena Situation elle monte, mais genre elle a sa chaîne où vraiment c'est random des moments de sa vie, tu vois. Et typiquement, c'est une relation parasociale que j'ai aussi. J'ai l'impression de la connaître, la go. Allez, vlog d'août. Allez, vlog d'août, frérot. C'est ça, se pose t'es au max, tu vois. C'est une télé-réalité. Bah, oui. Et c'est surtout, vraiment une télé-réalité filmée à la première personne. Ouais. C'est-à-dire que normalement, tu vois, la télé-réalité, c'est des caméras qui sont en haut dans une maison, un truc comme ça. Un petit peu. Ouais, écrit tout ça. Là, c'est elle, on voit ce qu'elle voit, limite. Ouais. Enfin, tu vois, c'est comme si on était dans ses yeux pendant une grosse partie. C'est ça. Et, wow. Donc, logique que les gens développent cette sensation-là, tu vois, en fait. Ah, complètement. C'est presque, c'est naturel, en fait. Et c'est la différence, c'est vraiment dans tes gestes et tes actes, à la limite, tu vois, qu'il faut doser. Parce que la sensation que tu subis, que tu ressens, elle fait de mal à personne en soi. Genre, c'est juste, la différence, c'est vraiment de ce que t'en fais. Parce que j'aime bien cette notion-là de, en fait, plus tu postes du contenu ou tu révèles des choses sur toi, en fait, tu construis brique by brique une sorte de confiance. En fait, tu vois, le fan, si on parle de personnalité publique dans ce sens très large, artiste comme personnalité publique, influenceur, etc., finalement, tu as construit une sorte de confiance envers l'artiste. Si tu lui fais confiance, elle t'a donné les clés, Yael t'a donné les clés pour avoir confiance en lui. Ouais. Et après vient la notion de devoir. Genre, t'as l'impression que cette personne dans ta tête te doit quelque chose. Oui. Et c'est là que ça devient aussi un peu tricky parce que au final, vous n'êtes personne l'un pour l'autre. Et du coup, peut avoir de la haine quand découle et genre la manière de voir cette relation-là. En fait, cette personne te doit rien et genre juste si elle répond pas à ton commentaire ou si elle like pas ou si elle a pas fait ci et ça, c'est pas grave. Et genre cette notion de le fan a des attentes, évidemment, tu vois. Et quand la personne ne rencontre pas ses attentes, il y a une certaine animosité pour certains. Et c'est là que ça devient dangereux, que ce soit pour le fan ou l'artiste. Et c'est là où moi je trace quand même une limite, tu vois. Bien sûr. Et c'est marrant que, en parlant là, je me rends compte justement, moi, j'ai eu la sensation d'avoir, j'ai totalement une relation parasociale et en même temps pas tellement avec un artiste que justement j'ai découvert en le rencontrant. Enfin, je me suis retrouvée dans un petit showcase et tout. Et justement, c'est un artiste qui communique énormément sur TikTok, qui fait des lives tous les dimanches soirs où il fait des sons en live sur Twitch. Donc, en fait, il a vraiment... Sa communauté est extrêmement engagée et assez jeune, enfin, vraiment Gen Z, etc. Et en fait, ça va à un point où vraiment... Et je l'ai déjà fait, il y a beaucoup de gens qui le font, où vraiment, ils font toutes les dates. Et c'est un artiste qui est très proche de ses fans. Et justement, ils discutent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avec tout le monde qui est là après la salle, après la date. Et donc, c'est super parce que ça donne cette sensation de proximité et tout. Mais en fait, j'ai fait quelques dates et tout. Effectivement, on se connaît, il connaît mon prénom, il sait à peu près ce que je fais dans la vie parce qu'on a des discussions, etc. Mais j'ai vu d'un point de vue très extérieur à un moment donné, du coup, ces jeunes qui vivent presque que par ça, en fait. Et justement, il y a des groupes sur Insta où ça parle de ça, vous venez à quelle heure demain, à la date et tout, machin, et ça vient de plus en plus tôt, etc., etc. Et tu te dis, ouais, un tel engouement, c'est le voyant de l'extérieur, alors que je l'ai totalement fait à un moment donné de ma vie, ça m'a vraiment fait prendre conscience que, effectivement, en plus, il poste aussi beaucoup sur TikTok, comme je disais, s'il répond pas, s'il like pas et tout, limite, dans les conversations, il va y avoir un « Ouais, je comprends pas pourquoi il a pas liké mon TikTok. » Parce qu'il a instauré cette proximité avant. Ouais. Alors, il a instauré cette proximité et évidemment, c'est ce qui fait aussi que... Pas que je suis en train de dire que c'est sa responsabilité. Non, bien sûr. Mais parce que, encore une fois, at the end of the day, ça reste un artiste.
eux, ils ont l'impression de le connaître parce qu'ils discutent avec lui, qu'ils le voient régulièrement. Parce qu'il fait l'effort et tout, ce qui est hyper sympa. Et parce qu'il a beaucoup de reconnaissance et en vrai, c'est un mec génial. Et il a l'opportunité de le faire. C'est ça. Et c'est hyper sain la manière dont il le fait. Mais même des fois, quand je vois des interactions et tout, encore une fois, de l'extérieur, je me dis, waouh, ok, too much, tu vois, genre, mais c'est difficile à doser. En plus, c'est des gens qui sont plutôt jeunes aussi, donc ça joue énormément. Mais c'est vrai que, it's a lot, je pense, pour des deux côtés. Ouais. Et en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, hein, c'est vraiment biaisé, mais j'ai l'impression que, il a un peu du mal à gérer et que, en prenant de l'ampleur, c'est de pire en pire. Et que du coup il va être obligé d'instaurer cette distance et là va y avoir un peu un conflit vis-à-vis des fans qui étaient là au début et qui vont pas comprendre la distance, je pense. Ouais, parce qu'au final la relation débute par ça, tu vois. C'est là où ici il y a peut-être une différence, parce que moi typiquement ce que j'ai vécu en termes de relations parasociales ou ce que je vis, c'est surtout des personnalités, des grandes stars, donc très internationaux. Donc, j'ai pas eu trop ce truc local, tu vois. Bizarrement, parce qu'au final, t'es plus proche de Yel, si elle est en France ou même à Paris, elle parle français, Mais après, j'écoute beaucoup de choses internationales, évidemment. Mais du coup, la relation débute déjà à distance. Ce qui est une relation parasociale du coup, qui a sens unique, qui ne connaît pas mon existence, on ne s'est jamais rencontrés, donc qui déjà commence par les réseaux. Alors que là, elle commence par les réseaux, mais du coup, si c'est un showcase où tu vois pour la première fois, imaginons, et tu deviens fan après, en fait, ça a débuté par déjà quelque chose d'ultra proche, voilà. Oui. Donc du coup, j'ai presque eu une conversation avec lui avant d'écouter sa musique. C'est ça. Et donc du coup, clairement, pour la suite des choses, c'est que t'as envie que ça continue, quoi. Enfin, tu vas entretenir ça. Et là, à l'inverse, où l'artiste entretient déjà ça, mais même toi, du coup, tu vas dire, ok, c'est la DA, let's go, tu vois, c'est trop bien. C'est ça. Et tu te fais embarquer là-dedans et tout. Et en fait, tu te rends compte que c'est le cas de tout le monde. Et c'est là où il y a aussi un truc où ça se voyait aussi, tu vois, t'as vachement le truc de... T'as pas envie d'être le préféré, mais tu vois, t'as envie de discuter un peu plus longtemps et machin. Et en fait, ce sentiment d'être spécial. Voilà, et c'est super naturel et c'est totalement humain. Mais c'est vrai que du coup, c'est très difficile à contrôler, tu vois. Ouais. Et donc, t'as envie d'avoir ton petit délire ou ton petit truc avec l'artiste, où tu sais que c'est que ton truc. Normal, parce que tu construis ça comme une relation de pote. Enfin, direct, t'as envie d'être ami avec, tu vois. Quand tu parlais de tout début, t'as l'impression que c'est une bande de potes et je les suis, et genre, tu vois, le délire un peu un 995 à l'époque, je prends quelque chose de... Voilà, je prends l'archétype, clairement, parce que c'est arrivé à n'importe quel boug. Parce que quand tu vois, on parle, je te fais la référence internationaux locaux, là où moi j'ai pas le truc un peu local de aussi ça, ce groupe de potes là qui commence à rapper, évidemment, qui a le sentiment de... C'est des potos qui ressemblait à mon groupe de potes de lycée. Ouais, voilà. C'est un groupe de potes de lycée. En fait, il y a cette représentation... Tu peux t'identifier. Et j'étais en mode, mais c'est la première fois que je découvre un artiste, parce que moi j'avais leur âge, qui me ressemble à moi. En fait, jusque-là, quand t'es enfant, les artistes ils se ressemblent pas, c'est logique. Jordi est un bébé peut-être, mais enfin, tu vois. Et après t'arrives, t'es ado, il y a des artistes qui commencent à te ressembler, qui vivent une vie qui est similaire à la tienne, qui en plus en parlent dans leur musique. Là, il y a un truc où t'es en mode, mais en fait, c'est moi, juste de quelques années de plus, et dans notre arrondissement de Paris, en gros. Il y a cet effet de groupe, Et j'avais vraiment l'impression d'être un pote parmi eux, quoi. Tu m'as pris la main dans le sac sur... Mais forcément, quand je parle d'artistes locaux, et que groupe de potes, dans le rap, station, c'est très ça. En fait, au-delà de un 995, mais je dis ça parce que c'est plus à l'époque, que tu parlais de ta période peut-être où t'avais 18 ans, tu vois. C'est clairement là, c'était le groupe de rap le plus écouté en vrai à ce moment-là. Et puis même quand je parle de PNL, c'est des gens, c'est plus mystérieux à ce niveau-là, au niveau du groupe de potes. Mais il y a beaucoup de rappeurs qui font des choses ensemble, tu vois. Donc en fait, il y a cet effet de groupe quand il y a ces interactions qui sont documentées, comme des gens, je vous parlais juste avant de Ben PG et Jewel, s'il y a une interaction avec, ça va me faire trop kiffer. J'ai l'impression que c'est mes deux potes qui parlent ensemble. Et je suis là, non, en fait, frérot, genre, redescends sur terre. Et il y a vraiment un vrai truc de aussi
entre eux. Quand Ouais. aussi tes célébrités qui parlent entre Bien elles. sûr. Tu sais, c'est fou ça aussi, genre. Bah, t'as l'impression qu'il y a deux univers Marvel qui se rencontrent et non mais c'est vrai. Multivers. Et le multivers, c'est vraiment alors qu'en vrai bah oui c'est normal, c'est des gens qui vont se rencontrer parce qu'ils sont dans le business Exactement. Ouais. et voilà, et en fait ton acteur préféré peut parler avec ton chanteur préféré et là tu te dis mais waouh, rien à voir. Bien sûr que si, c'est normal, mais c'est ouais non mais C'est assez hallucinant quand même. Et il y a un truc aussi. Il y a une personne qui a dit un truc, parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu passes par une phase difficile, ça t'apporte du réconfort, ou tu fasses une phase de creux, nanana. Une personne qui a dit, et j'ai trouvé ça intéressant, qui a dit que les gens sont de plus en plus, se sentent davantage seuls, et la solitude est liée du coup à ça te fait perdre beaucoup de perspectives, et les choses deviennent bizarres très rapidement. C'était la citation entre guillemets. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est lié à la solitude finalement? Genre, pour moi, il y a aucun doute. Et j'ai même, je pense, des facts là-dessus. Tell me. Déjà, on a une explosion, un retour en tout cas, je dirais, d'une explosion du concept de fandom et de tout ça. Avec le Covid. Période Covid, on a eu une espèce de retour Enfin, je veux dire, les Directioners avaient eu un creux, par exemple. Vous savez mieux que moi. on n'est pas morte, on est encore là, faut juste nous réveiller. J'ai l'impression qu'il y a eu un revival au moment de cette période où tout le monde se sentait seul parce qu'il y avait de l'isolement, où la solitude a explosé et tout ça, tout ça. Il y a eu la même chose pour plein d'artistes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai l'impression que le concept de fandom a explosé. Tout le monde a commencé à connaître le concept de la K-pop et les armies et tout ça. Ça existait depuis longtemps, mais ça s'est allé sur le devant de la scène et ça a recruté de nouvelles personnes aussi à la même période parce que je pense que vraiment il y avait un creux. Et là-dessus, sur pourquoi on a cet effet-là, j'ai lu une étude qui est vraiment super intéressante qui regarde l'effet de relations parasociales sur des gens qui ont une image d'eux-mêmes assez basse, donc qui ont une self-esteem plutôt négative. Et on se rend compte que donc ils vont avoir plus tendance à avoir des relations parasociales quand tu as une estime de toi négative. Déjà, c'est important, c'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose de... T'es plus à même d'avoir ça. Ensuite, tu vas plus te référer et devenir fan de personnes qui ressemblent à ton toi idéal. Si on doit décrire ton toi idéal, tu imagines toi dans 10 ans, par exemple, ou ton toi juste même d'aujourd'hui, mais qui est parfait. Les artistes que tu vas le plus look up to, que tu vas le plus admirer, c'est ceux qui ressemblent à ton toi idéal. Et surtout, si on te demande de te juger par rapport à ton toi idéal, par exemple, si tu as une estime de toi très négative, on va te dire ton toi idéal, il est à 10, toi, tu es à combien? Tu vas dire 2. Tu vois. Quand on fait cet exercice-là de te noter par rapport à ton toi idéal, on a fait une étude où on demande aux gens de se noter après avoir eu une conversation normale et après avoir eu une conversation où ils parlent de leur artiste préféré. Et après avoir parlé de leur artiste préféré, ils se notent mieux, ils se notent plus haut. Au lieu de se noter 2, ils vont se noter 5. Simplement le fait d'avoir parlé de l'artiste dont ils sont fans va augmenter leur estime d'eux-mêmes. Et donc forcément, quand t'es seul, quand t'es triste, quand t'es tout ça, bah tu recherches ce genre de sensation où tu vas te sentir mieux dans ta peau parce que tu as ça. Et pour contrebalancer l'effet, on aurait pu se dire oui, mais ça pourrait marcher avec n'importe qui que t'aimes bien. Tu peux parler de tes proches que t'aimes bien et tu vas monter ton estime de toi. Sauf que cette étude montre que non. On a fait le même exercice en te faisant parler, au lieu de parler de ton artiste préféré, mais te faire parler de tes proches que t'aimes bien, ta famille, tes amis, tout ça. Ça n'a pas le même effet. Ça a un effet moindre. Il y a un truc particulier sur les stars, les célébrités dont t'es fan. Et c'est, par rapport au point que j'ai dit avant, c'est parce que ces personnes ressemblent à ton toi idéal. Et en fait, il y a une espèce de projection. C'est-à-dire que tu vas choisir des artistes, tu vas être fan d'artistes parce qu'ils ressemblent à ton toi idéal. Quand tu en parles, tu t'imagines toi être cette personne qui est ton toi idéal et donc tu as une meilleure estime de toi. Donc moi, quand je regardais ces mecs trop cool qui faisaient du rap et des clashs au lycée et ils étaient vraiment trop stylés et moi j'étais un peu moins stylé, bah je les voyais et moi, adolescent, pas forcément super bien dans sa peau, se sentait mieux parce que j'avais l'impression d'être Alpha One, Nekfeu, Stevie et compagnie, tu vois. Et non, mais genre mon cerveau, il y a un truc mécanique du cerveau qui nous fait nous sentir mieux. Et du coup, clairement, la question c'était est-ce que la solitude joue sur ça? Je pense que c'est très clair. Et quand je parlais de terreau fertile tout à l'heure sur pourquoi tu as développé c'est clairement ça. C'est qu'une personne qui a une estime de soi basse, et on avait tous un peu une estime de nous basse pendant le Covid. Grave. La vie n'était pas super facile. Clairement, ça a pu jouer, quoi. Complètement. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, j'avais tendance à me dire ouais, pas tant.
Ok. Et en fait, avant qu'on en discute et tout, et plus en me renseigner et regarder vraiment le phénomène et d'où le point de départ. Évidemment, quand je suis adolescente, que je me sens seule et que j'ai besoin d'un... Regarde, mon épisode sur One Direction, je dis clairement que j'ai vécu du harcèlement et que j'avais pas de potes qui aimaient les One Direction et que mon réconfort, c'était vraiment ma phase Twitter, voilà, comme pour One Direction. Et parce que... mais au-delà de ça, plus tard, je commence à être fan de d'autres choses et là, je prends les plus gros parce que c'est vraiment... Prends Fred Again, par exemple. Qui est actuellement en photo derrière toi 3 ou 4 fois, je crois. Ce sont des vinyles. Non, mais je dis pour les gens qui écoutent, c'est genre les vinyles. Mais il y a facile 3 vinyles de Fred Again derrière toi. Voilà, donc prenons les 3. En fait, ceux qui sont à mon mur, clairement, c'est mes exemples. T'as Taylor Swift, Fred Again, ça va être mes 2 main points. Big boss. Et si tu prends Fred Again, là, ce qui était intéressant, là, moi, j'ai commencé à développer une relation parasociale par son contenu. Par vraiment sa personnalité. À quel point j'ai l'impression que sa personnalité est imagée dans les œuvres et les contenus qu'il fait. Genre, il prend beaucoup, en tout cas, de lui sur les réseaux, du soi abstrait qu'il veut montrer. Je fais attention à mes mots parce que je sais que c'est pas lui. Mais j'ai quand même la sensation que c'est lui, évidemment. Il y a une partie de ton cerveau qui sait pas que c'est pas lui. Je suis capable de te dire, Fred Again, il ferait jamais ça. Ouais. Et c'est horrible parce que je le connais frérot. Mais on peut tous dire ça à nos artistes. Enfin... C'est ça. Mais et donc du coup, t'as cette. Et moi, j'ai développé ça pas vraiment dans un moment de solitude, mais vu que je fais le travail sur moi-même à réfléchir un peu, je me rends compte qu'à chaque fois que je décris Fred Again, je parle beaucoup de mélancolie et de nostalgie et de réconfort. Et c'est surtout, c'est de l'électronique un peu mélancolique, clairement. Et il y a aussi ce côté EDM. Mais moi, j'étais très, très attachée à lui avec le côté du sampling. Et il a un truc avec le côté mélancolique vraiment hyper mélodieux. Et à chaque fois que je décris, je parle de fait de plus sentir seul. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a fait tilt aussi qu'au final, ça va. Le point de départ, en fait, c'est pas celui vraiment que je pensais, même si Fred Again est juste une personne un artiste qu'on m'a recommandé, parce que j'ai dit personne. Tu vois? Exemple. Ouais. Je viens de dire une personne qu'on m'a recommandée, parce que moi, je suis incapable de faire la différence entre l'artiste et la personne. J'arrive pas. Et c'est valable pour d'autres points qu'on n'ira pas du tout là-dessus. Cet épisode n'est pas du tout sur ça, je le répète. Mais tu vois, je n'arrive pas à faire la différence. Parce que... Et ces 2 points, justement, c'est un handicap pour les contenus que je vais voir sur les réseaux, évidemment, et qui va me mettre dans cette bulle de... je le vois au pub. Je sais pas si vous êtes peut-être familier avec la manière dont il communique, mais c'est extrêmement... Tu parlais de zéro montage, ou des stories où il écrit peu importe, n'importe comment, où il dit... il est sur Discord, il a un Discord où du coup il a développé ce truc de proximité dès le début. Tu parlais de ça aussi, Caro, juste avant. Il a commencé un peu par ça quand même, genre les petits gigs dans les bars, genre il continue à le faire. Il va dans des bars pour faire des petits gigs et servir des bières aux gens. Genre en fait, il y a une notion vraiment de cette personne m'a l'air sympathique, tu vois. Et du coup, c'est une personne qui fait de la musique, c'est pas un voilà, c'est pas un artiste. Exactement. Et moi, cette notion-là que j'ai commencé à développer davantage quand tu commences à être beaucoup plus engagé, à découvrir du coup la personne et tout. On n'a pas le même process. Plein de gens, je sais qu'il y a des gens, parfois ils se disent ça m'intéresse pas de savoir sa vie. Ce qui serait un peu, je sais pas si c'est une mauvaise foi, mais je pense que c'est, évidemment, j'entends. Juste, c'est pas une question. Là, je parle pas de avoir de l'engagement et de savoir tout sur sa vie. Évidemment, genre, on n'est pas tous comme ça. Mais vraiment de pas dissocier les deux, c'est important pour moi, quoi. Pas genre, je veux dire, on a tous ici, je pense, une grosse sensibilité à la musique. Tu me parlais de Jawel Hussein qui est sur mon mur aussi. Tu m'as dit, c'est ultra personnel. Ouais. Voilà. Et ça me touche plus. Moi, le rap, CQFD. quand le rap il parle de choses personnelles, j'ai l'impression de vivre des choses similaires et il y a un truc de représentation, quoi. Ouais, on est 10 fois plus touché de toute façon quand c'est personnel. Le point qui est un peu chiant, Taylor Swift, pourquoi elle est aussi... c'est le côté personnel justement qui lui porte préjudice, mais que les gens commencent à
extérieurs disent pas kiffer parce qu'elle parle que de ces genre mecs avec qui elle est sortie, elle parle que de ci que ça, elle a vécu ça. Tous les médias médiatisent sa vie personnelle de elle est sortie avec machin, elle est sortie avec machin, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est le but, clairement, et parce que c'est autant médiatisé, parce que son côté personnel là, d'apprendre des choses sur elle personnelle, tu le rattaches à ses sons, tu le colles à chaque fois sur ce qu'elle chante, et du coup le personnel, je sais pas, prend un côté limite chiant pour certaines personnes. Oui. Après, malheureusement, je pense que Taylor Swift, c'est tellement particulier parce que les médias se sont toujours acharnés sur elle pour aucune raison valable. Et effectivement, en vrai, oui, mais dans ce cas-là, tous les artistes parlent de leur relation et de leur mais complètement, mais tu vois la différence. La différence, après, je veux dire, c'est le succès et le fait que c'est une femme, etc. Et évidemment qu'il y a plein de choses qu'on pourrait lui reprocher, mais on n'est pas là pour ça. Juste parce que sa vie personnelle est ultra mise en avant, même par des médias qui seraient là pour parler de musique, tu vois. Et avant de connaître, j'ai toujours eu une connaissance de Taylor Swift assez externe. Je n'écoute pas trop sa musique. Mais comme tout le monde, j'avais une idée de à peu près les mecs avec qui elle est sortie, tu vois. Et genre, parce que c'était médiatisé. Mais du coup, forcément, quand elle fait une chanson d'amour après, tu dis, ah, mais elle parle de quel ex là, en fait. Alors que tu dis pas ça avec n'importe quel chanteur. C'est ça, Combien de chanteurs ont fait des chansons d'amour, tous, en gros. Et Bien sûr. Tu te dis pas, ah oui, mais là, il parle de tel ex parce que c'est pas médiatisé. Il y a des communautés qui iraient pas jusque-là. Et et je trouve ça, en vrai, pas ouf et un peu toxique, clairement, parce que ça t'enlève complètement. En fait, de là, trop de focus justement sur le personnel, mais tout en oublie du coup juste la musique, l'œuvre, quoi. Et d'essayer d'abord dire ça me fait ressentir ça à tel moment, et puis cet instrument, il me fait ça. Et du coup, en fait, et j'ai remarqué ça, et c'est le côté vraiment que j'assume complètement sur la communauté de Taylor Swift, c'est que ce côté personnel, finalement, alors que c'est quelqu'un qu'on pourrait dire comme inaccessible, avec cette immense star, tu vois, genre mondiale, c'est peut-être ce qui donne envie d'en savoir plus après aussi, sur son côté personnel. Mais ça donne davantage de toxicité, du coup, sur le fait de l'appréciation de la musique et la distance que tu prends avec cette personne-là, et de se réaliser que, vas-y, le sujet, finalement, elle s'est inspirée de quoi? Enfin, de qui, surtout? C'est pas pense de quoi, à la limite, tu vois. Et prends ça comme une sorte de sujet fictif. Et l'intérêt, c'est qu'est-ce que toi, ça te fait penser à qui, tu vois. C'est ça. Donc bon. Mais autre chose aussi, vu qu'on avait un peu parlé de responsabilité, et aussi de voir la relation parasociale dans l'autre sens, on relève que ça englobe pas mal de choses, le parasocial, parce qu'en vrai, sur les réseaux sociaux, même les uns avec les autres, d'autres internautes, on a des relations parasociales avec des gens, en fait, random sur Internet. Parce que tu peux répondre à des commentaires, tu te rends compte que dans les commentaires d'une personnalité, on parle comme si, déjà, cette personne était notre pote, mais aussi que les autres personnes dans les commentaires étaient nos potes. Genre, parce qu'on est fan de la même chose, et donc, c'est un peu des relations parasociales quand même. Genre, est-ce que vous avez déjà pensé le concept d'un artiste qui a une relation parasociale avec ses fans? Parce que conceptuellement, en fait, la manière, une personne, c'est Hank Green qui en a parlé, un écrivain, et qui disait à une femme qui fait une vidéo sur le parasocial, en fait, finalement, un artiste sur une scène, il a une relation parasociale à ce moment-là avec ses fans. Parce qu'il les connaît pas. Mais c'est dans un sens unilatéral où c'est lui qui communique avec eux. Et j'avais jamais pensé cette notion dans ce sens-là. Trop fort le Hank. Mais encore une série. non, vrai, oui, il est hyper intéressant ce dont il parle sur les réseaux, et ça m'a un peu ça m'a fait réfléchir, parce que finalement on le dit pas souvent, mais les créateurs, ils se reposent sur nous, tu vois, les consommateurs. Donc finalement, il sait pas que j'existe moi personnellement, mais conceptuellement il le sait. Donc c'est pas vraiment il y a pas la notion d'existence est quand même là, parce qu'il sait que t'es un fan, mais il sait pas qui t'es. Donc du coup, la fille en question parlait du fait qu'il fallait changer le terme, et plutôt parler de relations télésociales pour des artistes qui ont des relations avec leurs fans, qui ne connaissent pas personnellement. Parce qu'au final, il leur en demande des gestes, des actions, un investissement émotionnel
pour quelqu'un qui ne connaisse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es en train de me faire un petit choc mental sur ma perspective de quand je fais mes vidéos. Là, je suis en train de mais parfois, je parle à des gens que je connais pas et parfois j'assume des choses sur eux, tu vois. Et non, je les connais pas, mais non, c'est super intéressant. Et moi non plus, quand j'ai vu moi aussi, quand j'ai vu cette vidéo, attends, j'ai jamais pensé qu'un créateur pouvait développer. Il a ses propres relations parasociales avec d'autres artistes ou créateurs. Évidemment, un créateur comme je sais pas, Léna Situation est fan de Beyoncé, par exemple. Oui. Peut-être qu'elle a une sorte de relation parasociale avec. Je ne sais pas. Lance c'est théorique. C'est grave théorique. Mais imaginons comme ça, tu vois, les créateurs ont encore leur côté fan de d'autres gens. Mais ils ont aussi développé forcément des liens avec des fans, bien que conceptuellement, ils les connaissent pas personnellement. Donc pas que c'est une responsabilité, et c'est pas une question de blâmer, c'est juste on pointe du doigt parce que c'est un fait, c'est clairement tu te demandes, c'est un échange. Si ta communauté t'en est plus ou moins responsable. Et aujourd'hui, quand on parlait du job d'artiste de faire de la musique, maintenant t'as un job de entertain ta communauté. Et donc on va pas c'est pas une question de savoir dire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. C'est juste que du coup toi aussi tu nourris en fait finalement cette relation-là. Donc aussi quand tu la perds ou quand tu réalises aussi, ça a une sorte de choc émotionnel quand même, tu vois. Mais je pense aussi que c'est pour ça, notamment les artistes quand ils sont sur scène et que, par exemple, si t'as fait des sons dans ta chambre pendant le Covid et que t'as explosé pendant le Covid, ce qui est le cas de plein d'artistes, et que derrière ils se retrouvent en tournée et en fait qu'ils voient que le million d'abonnés qu'ils ont sur TikTok, c'est potentiellement une salle à 50 000 personnes remplies. On le voit qu'ils ont ce choc justement où il y a le voile qui tombe et ils se disent en fait c'est des vraies personnes, les streams, c'est des vraies personnes qui vont là tu vas dans l'autre sens et en fait on le voit parce qu'ils sont émus, etc. Mais je pense que justement quand t'as des artistes qui pleurent sur scène ou qui ont vraiment ce moment de I made it, c'est vraiment là où il y a le voile qui tombe et ouais, qu'effectivement ils ont touché autant de personnes à travers ce qu'ils ont fait. De fou. Et je pense aussi, c'est un mot qui est fort, mais comme tu parles des créateurs, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Il y a une espèce de relation, peut-être un peu de dépendance, parce que les créateurs et les artistes, d'une certaine manière, dépendent des fans. Leur succès dépend de nous, de notre investissement, de la manière à laquelle... Encore une fois, je suis désolée, je reviens sur les One Direction, mais ils sont ce qu'ils sont devenus parce qu'il y a eu cet engouement derrière et qu'on les a portés à bout de bras jusque-là, parce qu'ils ont pas du tout gagné X Factor, tu vois. Mais et je pense que oui, il y a vraiment cette notion, cette relation pour les créateurs et les artistes qui doit être très compliquée à formuler, à comprendre aussi, parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent, ils vivent grâce à leur communauté. Et pareil, je pense qu'ils nous font confiance d'une certaine manière aussi, mais on peut les surprendre également en justement n'aimant pas un projet, en n'aimant pas peu importe que ça peut être ce qu'ils fournissent, et en ayant une réaction négative. Je veux dire, il peut y avoir de la déception aussi, il peut y avoir énormément de choses, une besoin de prise de distance quelconque, de se reculer de tout ça. Je veux dire, je pense que ça va vraiment dans les deux sens. C'est juste que c'est le nombre en fait qui va changer. Ouais, mais tu vois, quand tu parles de déception, c'est un mot intéressant aussi, tu vois. Quand je te parlais des attentes, de se sentir vraiment le côté spécial, mais d'attendre quelque chose en retour et de notion de devoir, et après d'être déçu de ce qui se passe. C'est vraiment hyper étrange. Et encore une fois, c'est ce genre de relation, on le redit, et comme tu dis, hyper difficile à formuler, c'est nouveau, ça a toujours existé, mais du coup, en fait, là, maintenant qu'on te demande de divertir et de en prendre soin, ça aussi qui change. C'est parce qu'avant il y avait pas tellement cette notion, et parce que c'était juste en concert à la limite, tu vois, et parce que c'était là en live et que tu pouvais avoir cet investissement en live. Maintenant le divertissement et entretenir, il prend beaucoup de formes différentes, quoi. Et c'est étrange. Et en même temps, et t'as limite en fait aussi cette notion de devoir prouver qui tu es pour que les gens te suivent, tu vois, genre de définir ta personnalité. En fait, si ça n'arrive pas en virtuel sur les réseaux, c'est que ce n'est pas réel. Tu dois qualifier toutes les choses qui te définissent, ou du moins en tant qu'artiste et en tant que personne, pour qu'il y ait un investissement émotionnel et donc qu'il y ait une preuve sociale et culturelle
Si t'as pas de qui posté tu es. sur Insta, ça s'est pas passé. Parce que là, on parle d'artistes, c'est valable pour nous, Ouais. dans notre vie quotidienne aussi, en tant que juste personnes qui vivons dans des cercles sociaux. Mais tu vois, pareil pour un artiste qui devrait... Ok, tu veux écouter ma musique, bah tiens, regarde, je suis une personne sympa. Enfin, genre, il y a le capital sympathie qui marche dans tout. Mais du coup, ça prend de l'ampleur sur l'investissement et d'animer ta communauté, comme on disait, tu vois. Et c'est un poids sur les épaules en plus, et évidemment, genre, parce que c'est pas une question d'attaquer l'artiste, c'est comme on parlait de responsabilité, genre juste c'est dur, on accepte de fou que c'est dur à mettre en place et à continuer, comme tu dis, ils dépendent de nous en termes économiquement parlant et de leur vie en général, quoi, ils vivent de ça. Ils vivent pas juste, les gens écoutent, et ces gens, enfin c'est très humain juste, c'est des gens qui consomment, donc faut donner envie, quoi. Et le donner envie passe par apprendre à te connaître, limite. Tu sais ce que je veux dire? L'interview, le concept de l'interview, finalement, y a des gens qui se gênent pas pour parler de trucs hyper perso, tu vois. Ouais, c'est fascinant. Et par exemple, dans la difficulté que du coup les artistes ont, tu vois, en général, c'est que j'ai vu un témoignage sur Reddit, genre d'un gars qui parlait du fait qu'il commençait à avoir des super fans, qui est quand même émergent parce il dit qu'il a genre 500 à 1000 écoutes stream par mois. Ouais. Et il a un collectif. C'est pas non plus énorme. Ah, c'est pas énorme du tout. Mais en fait, il s'est rendu compte que il fait son petit témoignage où il a eu un small collectif de super fans qui aiment sa musique. Et il l'a découvert et il dit, et je les aime énormément et je les apprécie de fou. Mais il a remarqué que certains sont un peu trop friendly avec lui. Et du coup, il leur envoie des messages tout le temps, ils veulent avoir de grandes conversations avec, comme tu parlais de l'événement Showcase où chacun veut avoir un peu plus. C'est un peu ça. Ils veulent traîner avec lui, Et il a juste petit à petit arrêté de répondre parce que ça lui demandait énormément de... Il sait pas comment faire pour leur donner... Il attend qu'ils comprennent, les fans, tu vois, qu'il peut pas aller plus loin, tu vois. Parce qu'il sait plus comment faire pour arrêter le process. Et c'est grave d'empathie pour lui, tu vois, parce que waouh! Et à la fin, il dit, il se sent coupable, et les personnes qui écoutent ma musique, voilà, qui viennent à mes shows, il me traiterait comme si j'étais un de leurs potes, et je me retrouve hyper perturbée par cette situation, et j'arrive pas à m'en sortir, et du coup, il demande un peu conseil, tu vois. Et c'est pas une situation horrible, il dit, juste, j'ai trouvé... c'est quelque chose qui est important auquel parler, parce que comment tu commences à entretenir une communauté sans vraiment qu'ils prennent trop de place dans ta vie, quoi. Et il y a une personne en dessous qui lui dit don't let them in. Ne les laisse pas entrer, parce qu'au final, mais à quel prix, genre, finalement? Parce que si tu le fais pas, genre... Tu restes à 500 000 auditeurs. Est-ce que tu te dis pas que si tu veux monter, tu vois que ça marche, tu vois que c'est une situation une technique qui peut marcher? Enfin, il veut manger à la fin du mois et il veut que sa musique elle fonctionne pour des gens, tu vois. Et c'est clairement une vraie question pour plein de créateurs, d'artistes aujourd'hui. C'est comment tu fais pour ne pas tomber dans les déviances qui sont liées à ça, ne pas t'exposer à ces problèmes-là et endosser cette responsabilité d'avoir créé ça. Et en même temps, on a vu plutôt que on n'a pas non plus, nous, été capable de trouver une bonne solution dans ta manière de communiquer, par exemple, de se dire, ok, si tu fais rien du tout, les gens ils vont finir par chercher quand même. Si tu fais rien du tout, il y a aussi la possibilité que des gens vont se désintéresser de toi parce qu'ils trouvent que ok, la personne nous répond pas, elle a pris la grosse tête, ça m'intéresse plus. Mais si tu fais trop, tu peux créer des problèmes et les gens vont... certains fans vont peut-être prendre la confiance, dériver, déborder. C'est un bon dilemme. Et aujourd'hui, si je devais être agent d'artiste et lui donner des conseils là-dessus, je sais pas ce que je pourrais lui expliquer. Je pense que ça dépend aussi énormément des différentes personnalités, et qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à même de partager, d'être open et de discuter avec les gens, tout en d'être friendly, d'être sociable et de garder une distance quand même. Il y a des artistes hyper introvertis qui sont archi mal à l'aise vis-à-vis de ces interactions-là, et il faut les préserver aussi vis-à-vis de ça. Et je pense que chacun doit poser ses limites par rapport à ça, mais c'est comme tout, je pense que faut tester, ça se trouve, et tu prends la température en vrai. Ouais, voilà, tu prends la température. En fait, t'apprends à connaître ta communauté, mais aussi, connaître comme un grand mot, tu vois. Oui. Mais
les habitudes qu'ils ont, en fait, finalement, genre... c'est exactement ce qu'on fait en marketing et quand on parle Bien à la sûr. limite du milieu de la musique, on apprend à connaître les comportements de fans. Donc l'artiste fait aussi ça de même, la manière dont il répond aux commentaires, comment il s'adresse à toi. Et tu vas voir que c'est plus ou moins friendly ou tu vas voir que c'est plus ou moins, les gens sont plus ou moins à l'aise. Et en fonction de ton comportement, si on prend rôle modèle par exemple, Ma vie. petit clin d'œil. Non mais parce que je le vois beaucoup sur ma For You page en ce moment et j'écoute artistes plutôt indie pop, folk. Qui vient même de emo, Ouais, même qui vient oui d'avant, mais c'est vrai que dans le Mais dernier en ce album je le moment, vois oui, un peu folk, plus folk, tu vois. Qu'est-ce que je l'aime. Oh là là. Et vraiment il a une communauté très engagée qui vient pas mal de féminine, beaucoup, qui vient pas mal de Harry Styles, d'artistes un peu comme faut ça. qu'on mange. Hein. Harry, Faut qu'on mange. Harry n'a rien Harry n'est pas sorti. là, donc faut Harry qu'on n'est mange. pas là, faut qu'on mange. Mais vraiment. Et Hein. Role Model a vraiment cette image-là. J'ai appris récemment en plus qu'il il y a une période où il était très très avant qu'il décède, paix à son âme, Mac Miller, qui était très très proche. C'est de Mac Miller qui a retrouvé Role Model. Voilà. Et qui Je l'a trouvais fait ça- venir à Los Angeles. Il a dit, toi mec, il faut que tu sois ici. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Emma Chamberlain et que du coup, il a commencé aussi un peu à s'entourer des personnes, en plus de Mac Miller évidemment, qui était déjà quelqu'un. Bien Et, sûr. Mais je trouve l'anecdote géniale, Ouais. qui n'ont pas du tout le même. Enfin, Mac Miller qui a une sensibilité énorme et qui admire tellement le jazz, etc. Admirait, sniff. Mais qui a une sensibilité à la musique au-delà du rap qui est très, très forte. Il en avait déjà beaucoup parlé. Mais bref, Role Model, par exemple, dans ma For You page, je le vois beaucoup faire des vidéos. Enfin, la manière dont il fait des vidéos où il promeut sa musique, il touche beaucoup à l'humour. Il est très. On parlait de FaceTime content, c'est un peu ça, genre. Et on a de plus en plus des artistes qui sont un peu FaceTime content, tu vois. J'aime bien cette expression. Et donc, la manière dont il se met en scène fait que les gens dans les commentaires, du coup, ont ce truc de go for it, girl, who is this diva? Il y a beaucoup de private jokes en fait Voilà. qui Qui ont se créent en émergé fait, avec les ça. blagues intercommunautaires. Enfin, tu vois. Il a même carrément un personnage qui s'appelle Saint Laurent Cowboy sur TikTok et c'est vraiment genre sa team marketing qui est essentiellement d'ailleurs faite de femmes. Trop cool. Et du coup, vraiment, il joue sur ce rôle-là. Il y a une private joke comme quoi il porte que du Brandy Melville et on le clash là-dessus et il nous répond en vidéo en mode arrêtez, c'est pas vrai, je suis pas ambassadeur Brandy, j'ai jamais chopé là-bas. Mais du coup, il y a vraiment, toute une private joke et une communauté autour de ça. Et en fait, quand tu regardes vraiment les commentaires sous ces vidéos, si tu n'es pas dans la commune, tu te dis mais Je comprends rien. pourquoi les gens déjà le critiquent? Enfin, t'es censé être ton artiste préféré, Ouais. mais c'est vraiment on se taquine, On se tacle, ouais. on se tacle continuellement. C'est trop drôle, Et j'adore. c'est trop drôle parce que justement il y a ce truc par rapport à Harry Styles, il y a des gens qui lui disent qu'il ressemble à Harry Styles alors qu'en fait ça n'a strictement rien à voir et que mais effectivement il y a beaucoup de fans d'Harry Styles. Moi la première qui du coup moi j'écoutais déjà Tucker avant mais où justement t'as ce truc de faut qu'on mange et tout qui sont un peu tombés là-dedans. T'as dit Tucker. Ouais j'ai dit Tucker parce que pour moi j'ai l'impression je de sais. connaître Tucker. Ouais, alors voilà, que c'est j'adore. le modèle. Mais tu vois, mais c'est superbe. C'est pourquoi on est là. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais oui, non, mais et du coup, attends, qu'est-ce que je disais? Qu'il y a ce taquin, ce côté Oui, taquin. ce côté très taquin. Et justement, à son concert là, à Paris qu'il a fait à Élysée-Montmartre, il y a une fille qui s'est ramenée avec la tête d'Harry Styles et qui a mis ça dans la foule et il a vraiment arrêté de chanter. Il a dit baisse-moi ça tout de suite et j'arrête le concert. Tu vois. Et donc c'est super drôle parce qu'il a vraiment, et il l'a aussi du coup sur scène, hein, cette relation avec les fans où il fait des petites vannes et tout. Il se présente. L'humour est un poison énorme et Vraiment. une potion magique et un poison énorme pour les relations parasociales. Oui. J'ai envie de dire l'humour, mes frères, c'est horrible pour essayer de comprendre une personne et être proche d'elle. Et justement, quelqu'un qui naturellement sur scène arrive à avoir ce naturel, ce charisme, ce panache genre, avec les gens et être à l'aise socialement, bien qu'il y ait genre 1000 personnes devant toi, voire Bien plus. sûr. Ouais. C'est assez, ça force le. Il y a quelque chose. Tu idéalises finalement. Tu Bien parlais sûr. des gens qui avaient une baisse d'estime, enfin qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux même. Ils idéalisent. Tu disais que leur eux idéal, c'est des gens qui existent finalement, mais qui mettent sur ce piédestal en fait, sur cette scène, tu vois, genre qui se disent c'est mon moi idéal là-haut, mais au final, elle est vraie en fait ta personne idéale. Juste
tu t'es attaché à son profil abstrait, ton toi idéal que t'as projeté sur lui, tu vois. Notamment parce qu'il y a un truc ultra fort qui s'appelle l'effet de halo, H-A-L-O, qui est l'idée que, en fait, quand on va aimer quelque chose d'une personne, donc, en l'occurrence, sa musique, on va projeter les qualités positives de sa musique sur d'autres aspects de la personne. Et donc, l'exemple, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un, enfin, sans le rencontrer, mais tu vas voir un artiste dont tu aimes la musique. Si ta musique te plaît, d'autres aspects de sa personnalité vont te plaire. Et c'est un truc inconscient qu'on a tous en biais dans notre cerveau, c'est l'effet de halo, où en fait, si tu aimes une partie de la personne, tu vas te dire que les autres parties de la personne sont aussi géniales. C'est le point de départ de tout. Et c'est en le fait, point de départ de tout ça. Si ta musique me plaît, toi, tu dois me plaire. Voilà. Et en vrai, cet effet de halo, on peut l'avoir dans la vie de tous les jours. Tu dates des gens, t'aimes bien un truc, la personne, elle fait un truc stylé, tu vas trouver que la personne est plus stylée. J'en ai parlé hier. Attends, super, parce que... énorme. Hier, je parlais... Alors, je vais parler plus d'attirance, du coup. Mais quelqu'un qui est doué dans un domaine... My God. Alors... j'ai karaoké. Tu fais une crise d'épilepsie. Non, mais... Voilà, musicien ou danser. Moi, je prends l'exemple de danser parce que vendredi soir, j'étais à une soirée et il y a un mec qui dansait super bien. Et ça lui donnait 10 000 points de plus, quoi. Genre, en fait, parce que j'étais en mode, waouh, mais quand quelqu'un est fort dans un domaine et que tu le vois faire, t'es en mode, oh my God. C'est un truc super étudié. Mais c'est fou, je le vis tous les jours de ma vie. C'est l'effet halo, du coup. Et ben, je savais pas. Et donc, ça va se projeter sur d'autres trucs. Et c'est peut-être ce truc-là qui est la source de plein de choses super dans la vie dating, ça c'est génial. De plein de soucis liés au côté parasocial, au côté personne versus artiste dont tu voulais, enfin que t'as mentionné un peu, mais genre tous ces trucs-là, ça vient du fait que on va attribuer les qualités objectives qu'on a sur un truc à des trucs qui sont beaucoup plus subjectifs. Donc par exemple, on va trouver la personne plus attirante physiquement si on aime sa musique. Ça arrive. Je veux dire, je vais pas apprendre à des girlies qui ont le nombre de chanteurs. Mais il suffit aussi de voir les acteurs, tu vois, que tu trouves un peu soi-disant ugly. Mais ils ont du charisme. Parce qu'ils jouent bien en fait. Voilà. Parce que le film est stylé, donc ils donnent du charisme. Et c'est un truc pareil. Et ça va être un youtubeur, sa vidéo elle est super intéressante. La personne elle doit être plus intéressante. Et ça, cet effet de halo, il existe partout. Et on l'a dans notre cerveau, on est codé pour ça. De fou. Et ça crée un peu tout ce qu'on a, quoi. Incroyable. Et puis, pensez-y quand vous pensez à vos crushs. Est-ce que quand j'ai fait casser tous mes crushs là. Je suis sûre. Et quand j'ai fait, il va se reconnaître, Maxime. Enfin, s'il va écouter, mais il a fait l'épisode sur Kendrick Lamar avec moi. Et de base, moi, je le rencontre, je lui avais demandé un feu, genre, à la sortie du truc de Mac Miller. Et le lendemain, je le vois sur une vidéo de Jack pour demander des avis sur la projection. Et je fais oh putain, et je vois son blast dans les commentaires, j'y vais et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais en fait, je vois quelques contenus. C'est un créateur de contenu. Okay. Donc du coup, je vois ses petites vidéos et je suis en mode mais il a l'air grave sympa. Mais en fait, sais pas, ces vidéos tu sont ne sais sympas. pas, bien sûr, mais genre juste il l'expliquait bien et la manière dont il parlait en fait, d'un album. Je dis il est doué dans la manière d'expliquer. Il me donne envie d'être intéressé, donc j'ai envie de le rencontrer. Logique, A plus B. Enfin, genre, faut pas aller plus loin que ça. Et en vrai, ça paraît logique, mais quand il pense de l'attraction ou de l'intérêt que tu portes à quelqu'un parce qu'il est doué dans un domaine, ça pourrait être un énorme connard. Et bien sûr. Mais non, non, t'es super sympa, Maxime. Je t'aime. Mais voilà. Mais justement, dans cette idée que tu parlais de l'idéal et tout ça, je pense que l'idéal vient du fait que t'as l'impression que ces personnes-là ont des qualités que tu n'as pas. Et que du coup, c'est ce que tu cherches. Et en fait, quand tu consommes ou que tu te rapproches de cet artiste ou de cette personne, t'as l'impression de te rapprocher aussi de ces qualités-là et de les avoir. De tes objectifs, et de te rapprocher de ton objectif. Et je pense que c'est ça aussi qui nourrit énormément potentiellement ces recherches, cette obsession entre guillemets, parce que t'as l'impression d'être une personne meilleure parce que tu étais rapproché de cette personne que tu admires. Je crois que je voulais être un rappeur. Mais tous ici, on a tous eu un peu ça, mais genre vraiment je le ressens de fou. Enfin, je sais, maintenant que j'imagine mon moi idéal comme les gens du coup dont vous parlez. C'est fou parce que c'est les gens soit qui te ressemblent ou que tu veux être. Vraiment. Genre, Fred Again, je rêve d'être aussi. Je suis pas DJ, je suis pas artiste électronique, mais genre,
Et là, c'est con parce que c'est par rapport à sa personnalité en plus. Ouais, c'est que je rêve d'être aussi accessible, social et sympa que lui. Ça peut être Tu vois n'importe quelle qualité, ben, tu c'est vois. ça. Ça peut être C'est la ça. confiance en soi, ça peut être... Vraiment. Et enfin, je pourrais dire, je sais pas, par exemple, Phoebe Bridgers, je rêve de chanter comme elle, tu vois, genre. Ou il y a des artistes comme ça, vraiment, t'es en mode. Soit tu les. Pour des traits artistiques, soit pour des traits personnels. Ouais. Ça peut être n'importe lequel, comme tu dis. Mais ouais, c'est hyper fascinant, j'adore. Il y a vraiment un truc de. Se sentir mieux parce que cette personne te donne espoir en le potentiel que tu vas avoir ou tu vois. Et c'est exactement ça, c'est cet espoir Potentiel. et ce potentiel et te dire, en fait, si lui, il l'a fait, je peux le faire aussi. Et ça, C'est grave positif en plus. Donc là, Il y a on du est vraiment dans le positif On parce en que parle pas assez. ça te motive énormément et j'y reviens, mais en fait, n'importe quel artiste a été quelqu'un potentiellement qui vit dans une petite ville et qui faisait sa musique dans sa chambre et qui a percé, tu vois. Et quand t'es dans ce truc-là et que potentiellement toi aussi t'es quelqu'un de créatif et que c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse ou un projet ou un rêve ou tout ce que tu veux, ça te donne énormément de force et de motivation et... Mais grave, de toute manière. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais vas-y. Vas-y, ça de force de motivation. Ouais, non, mais de force de motivation et en fait ça te drive, tu vois. Et De fou. C'est un moteur, hein. Exactement. Et c'est valable pour beaucoup de choses, comme t'as une idole et ça peut être n'importe qui. Et souvent, on l'a décrit. Il a fait ci, il a fait ça. De toute façon, on est décrit par nos accomplissements aujourd'hui, ce qui est hyper pressurisant, je tiens à le dire. Mais non, mais parce que vraiment, cette notion de faire quelque chose qui compte, qui est Qui va rester. intéressant, soit qui va rester, soit qui compte pour les gens, qui a été utile, parce que souvent, le doute que tu peux ressentir dans ta crise existentielle à tes 25 ans ou ailleurs, quand t'en as 40 et tu sais pas vraiment si c'est utile ce que tu fais dans la vie. Enfin, toute notre vie, elle est régie par les gens qui vont te dire t'as fait quoi toi? Ou tu fais quoi dans la vie? Donc, en quoi t'es utile à la société? Pardon, c'est un autre sujet. Non, Juste, il y a une notion d'accomplissement et donc quand tu prends en exemple quelqu'un, en fait, on a tous eu nos héros. Tu sais, quand on te demande qui c'est ton héros quand t'es petit, c'est des gens que tu regardes les yeux grands comme ça parce que tu les vois à la télé ou ils ont fait ci, ils ont réussi à être connus, enfin peu importe ce que c'est, tu vois. Par exemple, si t'aimes l'art visuel, c'est peut-être un peintre et tout, genre il a fait ci et ça, et genre c'est une sorte de héros d'objectif. Je dis moi aussi je veux faire un truc qui compte, quoi. C'est hyper pressurisant en vrai, mais le fait d'avoir des idoles, juste comme tu dis, est hyper motivant. Ça te drive. Et heureusement que t'as un truc aussi beau, j'ai envie de dire quand même, qui te donne envie, quoi. D'avoir des gens qui sont un peu de ta light et que tu peux pas forcément l'être tout le temps toi-même, en vrai. Oui. Genre, et le côté solitude, voilà, t'es obligé, enfin, obligé, du moins, c'est très cool d'aller chercher du réconfort ailleurs. Et j'aimerais faire un petit truc d'éviter d'être hyper méchant avec des gens genre qui ont des relations parasociales. Je parle à vous là qui écoutez, mais dans le sens où pas shamer, quoi. Mais en plus sauf si ça devient dangereux et que tu fais du mal à quelqu'un d'autre. Mais ce truc là, mais même c'est même pas shamer, c'est en parler avec eux et éveiller la conscience, tu vois. Ce truc là, des personnes pour qui ça devient dangereux, c'est un tout petit pourcentage des gens qui ont des relations parasociales. La vérité, c'est que la plupart des gens qui écoutent là ont des relations ou ont eu des relations parasociales. On en a tous. C'est un truc qui touche beaucoup plus de gens. C'est juste qu'il y a des degrés différents. Mais je veux dire, moi, je suis un mec. Déjà, la première idée, c'est que je suis un mec, j'ai pas de relation parasociale. Parce que les relations parasociales, c'est les meufs fans de Taylor Swift, c'est les meufs fans de One Direction. Souvent, c'est ça, l'archétype. Mais tu vois, c'est l'idée qu'on a. Mais non, moi, je l'assume. J'ai eu des relations parasociales avec des rappeurs dans le rap français et on est plein. Il suffisait de voir les comptes fans de PNL qui retweetaient la moindre photo d'Ademo prise dans un aéroport tout flou et tout. Enfin, genre, on est tous aussi un peu zinzin, on a tous ce truc-là. Mais ça existe dans le foot. Foot qui est, tu vois. Frère, parlons-en. Oh my god! Mais c'est un truc de fou. Dans le foot, c'est super présent. Mais personne n'en parle parce que soi-disant c'est plus inoffensif limite, mais pas du tout. Le frère, les bagarres que vous faites dans les, vous croyez pas que vous êtes genre pathétique à vous taper dessus genre dans les gradins? Des trucs sur les footballeurs personnellement. En fait, en plus, je veux dire.
à la limite, l'artiste, il parle de sa vie un peu dans sa musique généralement. Le footballeur, tu vois pas sa vie à travers ce qu'il fait avec ses pieds. Normalement, en théorie. Exactement, de fou. On peut l'imaginer de manière très poétique que si Ronaldinho il driblait comme ça, c'est parce qu'il a grandi dans les favelas. Mais enfin, c'est très limite, quoi. Tu vois. Ouais. En vérité, on s'est intéressé à leur vie parce que on a un côté, je veux être cette personne. Et moi, je trouve, je suis jeune, je trouve que Eden Hazard c'est le mec le plus cool de tous les footballeurs de l'histoire. Moi, je vais m'intéresser à sa vie, je veux savoir comment il est arrivé là. Alors que je suis pas footballeur, je suis nul au foot, mais juste on a côté parasocial, il y a plein de gens dans cette vidéo, qui écoutent ce podcast qui ont ce truc-là. Ça peut être le foot, ça peut être la musique, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des youtubeurs, ça peut être dans notre génération, c'est vachement des youtubeurs notamment parce que on les connaît, on a l'impression de les connaître et tout. Mais donc, à quoi ça sert de shamer? C'est un truc qu'on vit tous. La seule limite, comme tu dis, c'est quand ça devient dangereux, mais c'est un tout petit pourcentage. Oui, juste si ça touche quelqu'un, tu blesses quelqu'un à la limite, ou tu fais du mal à quelqu'un, ou à toi-même, ou à toi-même. Voilà, j'allais dire aussi, c'est à la limite si ça prend trop de place dans ta vie et que tu vis même plus de ta propre vie et que t'es genre tu vis par comment on dit procuration en fait de la vie de l'autre personne, parce qu'on parle d'idéal et justement de mon moi là, et ben limite de laisser passer ta vie parce que t'es trop focus sur ça. Donc à la limite, soit c'est en t'empathie toi, ta vie et tes centres d'intérêt, etc., ou ton entourage. C'est juste ça où ça devient toxique, si jamais où faut arrêter quoi que ce soit, quoi. Mais c'est un tout petit pourcentage. Non, c'est un tout petit pourcentage. Et puis comme disent les footballeurs, tu t'es esclaffé quand... Je me suis esclaffée. Non, mais en plus, parce c'est marrant. que c'est vrai quand tu parles de... Ils parlent pas de leur vie, les footballeurs, alors que la musique, oui. Et pour autant, alors, ça fait pas très longtemps que je me suis mis au foot, justement. J'ai besoin de manger, toujours Harry Styles on t'attend. Je me suis lancée là-dedans parce que j'ai un pote qui est hyper fan d'une équipe et il m'a un peu embrigadée là-dedans. Du coup, là, ça fait 3 mois, je dirais, que je suis le foot et que vraiment, j'ai pas loupé un match. Après, moi, je fais jamais les choses à moitié, mais... Et du coup, je me suis vraiment embriquée là-dedans. Donc, il y a vachement de contenu aussi. Il y a des séries dessus, un peu télé-réalité où tu suis les entraînements et tout. Il y a énorme, bon ça dépend des équipes je pense, mais il y a énormément de contenu aussi sur les réseaux sociaux où t'as des photos des gars en entraînement, etc. Ça reposte à balle, il y a des stories, enfin tout est... Il y a des jeux où on leur demande des trucs, des trucs purement parasociaux, genre tu préfères telle voiture ou telle voiture, le matin tu manges quoi, et t'as l'impression de les connaître aussi, et même ils arrivent à l'entraînement outfit of the day et tout, tu les vois arriver avec leur voiture et tout, et en fait je me suis dit mais en fait j'ai vraiment eu cette réalisation, et c'est hyper récent donc c'est marrant qu'on parle. C'est trop cool. Je me dis mais en fait ils font comme nous, genre ces mecs là qui m'ont shame parce que j'aimais les One Direction, frère. Ils font la même chose et ils vont aller acheter les mêmes baskets que Ronaldo parce qu'il l'avait dans la vidéo. Et en fait je me dis mais c'est hyper drôle, enfin c'est... Et t'arrives juste, c'est hyper marrant parce que ces personnes-là n'arrivent pas à admettre que ça a la même profondeur. Bien sûr. Ou le même... parce qu'on parlait des choses utiles et des accomplissements dans la vie, c'est en général des gens qui n'arrivent pas à admettre que la musique, ou du moins l'artiste, cet accomplissement est la même chose qu'un entraînement de foot, enfin que être bon au foot, alors que c'est exactement la même chose, c'est juste deux disciplines différentes. Mais c'est en général des personnes un peu quand même dans leur bulle et pas égoïstes, mais pas vouloir avoir assez d'empathie pour peut-être capter et d'essayer d'entendre et de comprendre que finalement frérot tu fais la même chose, et c'est pas parce que c'est du sport que, parce que pardon mais sport, ok, tout le monde vend le truc comme c'est fédérateur. Moi j'adore regarder le foot aussi, je suis pas les clubs mais franchement j'aime ça, mais je ne suis pas une énorme fan, etc. de suivre les matchs de club, etc., les batailles d'échange de joueurs ou quoi, mais il y a un truc où j'ai perdu mon niveau de pensée. Attends. Fédérateur, non ? Oui, voilà, pardon. Le côté fédérateur, vraiment, ça rassemble les gens, on n'arrête pas de vendre cet argument. La musique, c'est exactement la même chose, frérot. C'est vraiment, c'est ça dont on parle. Genre le fan, la communauté, les gens qui écoutent, le fait d'être ensemble. Les avantages sont les mêmes. C'est-à-dire que les 2 gros avantages qu'on a cités jusque-là dans le podcast, c'est numéro 1, ça crée des liens entre les gens. Vous vous êtes rencontrés parce que vous aviez des intérêts en commun, vous étiez des directionnaires, etc. Genre, ça crée de la communauté, ça te voilà. Et l'autre avantage, c'est ça te donne une direction. Pas One Direction, mais une direction de quelqu'un vers qui tu as envie d'être. Et donc, ça va t'aider à devenir la personne idéale parce que tu vas avoir un exemple concret de la personne idéale que tu imagines dans ta tête. Et ça, c'est la même chose que cette personne idéale, ça soit Cristiano Ronaldo ou Taylor Swift. C'est pas la même personne, mais chacun, on a nos objectifs à nous. Et il y a des gens qui ont plus envie d'être une Taylor Swift et d'autres qui ont plus envie d'être un Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de jugement entre les deux, tu vois. C'est genre vraiment juste un truc qui te permet à toi d'avancer et d'aller dans la direction que tu as envie
C'est ça, c'est une inspiration en devenir qui fait. t'as envie d'être, en fait. Il y a des choses qui t'inspirent et il y a forcément des gens, tu vois. Bah ouais. Des créateurs, peu importe, ça peut aussi évidemment. Là, on a beaucoup parlé évidemment de gens du divertissement, du sport, etc. Dans l'art, évidemment, t'as les écrivains, t'as les acteurs, t'as les réals. Ça peut être. Oui. T'as une inspiration, t'as un Ouais. exemple et c'est souvent nécessaire. En tout cas, pour la majorité d'entre nous. Enfin, celui qui va me dire qu'il a pas de héros d'exemple ou d'inspiration dans la vie, enfin, je te crois pas. Non, Genre, Bah, moi, je Enfin, m'inquiète si on me dit ça. voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, waouh, ah non, je suis ma propre inspiration. Et même si c'est Je pas suis mon quelqu'un de propre connu, c'est forcément peut-être quelqu'un de ta famille, ou enfin, t'as forcément un modèle ou Oui, quelqu'un voilà, en fait. Voilà. Tant mieux. Genre, on a tous besoin de ça. En fait, on est perdu Et sinon. s'il est externe plus à toi, c'est eh pas, ben, ça va créer une petite relation parasociale. C'est pas ça. c'est pas très Ça va te grave. faire un mal fou. Faut qu'on arrête de diaboliser le truc là. Non, Enfin, voilà, genre, c'est hyper naturel. En fait, c'est naturel, c'est un phénomène ultra naturel. Il y a plein la plupart des articles quand tu regardes et qui en parlent, ils essaient aussi de donner ce point-là. Ouais. Ça peut faire peur le mot. Il y a rien de très effrayant. C'est Ouais, vraiment, c'est un phénomène même il dit naturel, genre. C'est l'essence même d'être un être humain. Enfin, Genre, faut le comprendre, ouais, c'est juste ça. Et de C'est ça. vouloir créer des liens. Donc complètement, et tu vas être exposé à des gens qui sont à distance de toi, et donc forcément avoir une relation unilatérale parce que tu vas savoir des choses sur cette personne, et cette personne ne le saura pas, et elle ne sait rien sur toi. Donc enfin c'est le concept même maintenant de vivre à travers aussi notre petit chemin virtuel, c'est comme ça quoi. Ouais. Bah, c'est chouette, dis donc. magnifique. Je sais même pas si on a, parce que ça fait déjà 1h30, ouais. il est Vas-y. 16h30, vous avez un truc de prévu ou... Ça va. Non. Parce que juste si on parle du deuil, on peut le faire, sinon on n'est pas obligé. Hein. Ça me- Vas-y, hein. On peut, ouais. Et je verrai si je cut des trucs, si c'est trop long, mais 1h30 c'est ok. Genre, Ouais. de toute façon, ça sera pas très long en vrai. C'est une notion comme ça, mais je voulais parler un peu du deuil parce que, pour commencer un peu la discussion, genre par exemple un commentaire sous une vidéo de Mac Miller, parce que j'ai commencé à écrire ce truc pendant la période où il a sorti son album posthume. Ouais. Enfin, il a sorti. Son équipe et entourage a sorti l'album posthume qui s'appelle Balloonerism. J'ai la fiche en plus, ça va pas, Julie. La fiche du film qui est sur mon mur. Et sous un commentaire de Tambourine's Dream, il y a un gars qui met, ou une personne, enfin je sais pas si c'était un gars, mais Yel, met un commentaire, Never thought you could miss someone you don't know this much. Et ça m'interpelle direct parce que forcément, on parle d'un album posthume. Donc d'une œuvre c'est un cas particulier là dont je parle à la limite parce que c'est une œuvre est postée après la mort et donc il y a un entretien d'une relation qui déjà n'existait pas, mais du coup qui n'existe encore moins puisque il n'est plus de ce monde. Donc assez particulier. Il y a des gens qui avaient des réactions un peu négatives sur ce côté-là, d'autres pas du tout. Moi, je fais partie des gens qui trouvent pas du tout ça négatif, parce qu'après le côté négatif parlait surtout d'une notion économique, mais ça n'a jamais été le but dans cette sortie d'album. Je le rappelle, c'était d'ailleurs les revenus étaient redonnés à une asso pour redonner aux artistes émergents. Enfin voilà, bref. Donc ouais, en fait, faire le deuil du fan de quelqu'un qui est mort aujourd'hui, parce que on parle pas de cancel, je le répète. On parle de quelqu'un vraiment qui est décédé. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais. Oui. Vous pouvez dire les noms ou pas? Oui. Ok, Népal. évidemment. Liam Payne. My God. Je suis désolée, hein, mais oui. Népal m'a toujours. énormément touché aussi. Oui. Et, Népal, il y a un truc un peu unique. C'est que en termes de relations parasociales, c'était le plus inaccessible de tous les rappeurs que je suivais jusque-là. C'est-à-dire que au-delà de PNL, on est même sur un niveau au-dessus où on n'a jamais vu son visage et on savait à peu près rien sur lui. C'est-à-dire qu'on savait des potes à lui, on savait qu'il était pote avec Dooms, on savait qu'il était pote avec 3010 et des mecs comme ça. Ouais. Mais lui en soi, rien. On savait à peu près qu'il venait de Paris. Je parle avant son décès. Et c'était un mec qui était toujours très très secret, qui lâchait sa musique hors plateforme même, qui envoyait des sites web où tu pouvais télécharger ses albums gratos. Et vraiment, en termes de relations parasociales, c'était unique parce que vraiment la seule ressource qu'on avait sur lui, c'était sa musique. Donc je peux pas dire que j'avais une véritable relation parasociale avec Népal avant, juste j'étais fan de sa musique parce que ça me touchait, ça me parlait. Au moment de son décès, c'est à ce moment-là que je dirais qu'il y a une relation parasociale qui a presque commencé. Quand il est mort, déjà on a appris son nom parce que ses proches l'ont annoncé.
Et puis il est devenu quelque chose de beaucoup plus tangible au final. Il est devenu un être concret, vivant et maintenant mort, mais qui a pris fin, enfin une vie qui a pris fin quoi. C'était plus une entité qui envoyait de la musique avec différents pseudos. Voilà, c'était quelqu'un qui est devenu très très concret. Et ce moment-là, en fait, ça a créé une espèce de sensation aussi parce qu'il a sorti un album posthume, Adios Bahamas, qui est probablement son album le plus personnel, où il parle vraiment de lui, il parle de ce qu'il aime, de ce qu'il aime moins, de ses doutes, de tout ça. Et cet album-là, c'est beaucoup plus personnel que ce qu'il a sorti avant, sauf que là, c'était personnel d'une personne qu'on n'a pas connue et que tu as l'impression d'avoir raté. C'était une sensation un peu étonnante, en fait. J'avais l'impression que ce mec me parlait dans mes oreilles, mais il n'était plus là. Et je comprenais enfin qui il était. Et il était même là pour... Des choses prenaient du sens après, en fait. Il y a des choses que j'ai réécoutées. Il y a un morceau qui s'appelle Malika Mort, qui... la première fois que je l'ai réécouté après son décès, j'ai pleuré à chaudes larmes. Où vraiment, quand tu le réécoutes après son décès, tu le lis très très différemment qu'au moment où il sort et où Népal est bien vivant et où c'est juste une entité, un rappeur qui rappe bien. Donc j'ai vraiment eu ça, où ça peut presque créer... Le deuil, en fait, a presque créé cette relation parasociale où, je l'ai dit, j'ai pu prononcer le mot, il est parti trop tôt, il manque, repose en paix Népal. Je ne le connaissais pas. Et avant ça, avant toute cette histoire de posthume et de décès, j'aurais pas pu m'imaginer dire ça parce que c'était un rappeur que j'aimais bien, évidemment, beaucoup, mais c'était juste de la musique à ce moment-là. Et je me suis mis à le manquer, il a commencé à me manquer trop tard, presque. J'ai commencé à me rendre compte qu'il pouvait me manquer une fois que c'était déjà trop tard. Et ça a été un moment assez fort et ça m'a fait un peu aussi réfléchir à tout ça, à l'humain derrière, puisque au final son album est super humain et il est devenu humain avec ce décès-là. Donc ça n'a pas été un deuil facile. Son état mental. Ouais, complètement. Et c'était quelqu'un évidemment qui avait aussi mentalement qui explorait beaucoup aussi ce qui allait pas, ce qui allait bien, mais surtout ce qui allait pas. Et c'est hyper intéressant parce que vraiment le fait de dire de penser que ça s'est intensifié au moment de ça. Je comprends ce côté-là d'intensification, mais que ça a démarré davantage la réalisation d'un être et tout, d'une vie qui a commencé, qui a pris fin et de l'avoir raté. J'ai bien aimé que tu dises ça comme ça, parce que vraiment il y a un sentiment de putain, j'ai réalisé trop tard, un peu comme quelque chose qui pourrait t'arriver dans la vie, juste. Oui, quand tu te rends compte, quand tu perds quelque chose, tu te rends compte de ce que tout simplement. En fait. Exactement, tu te rends compte de sa valeur quand c'est plus là. Et encore, j'ai été contemporain de Népal. Enfin, j'écoutais du rap à un moment, il était vivant et j'écoutais ce morceau. Je sais que ça peut aussi arriver à des gens qui découvrent des artistes une fois qu'ils sont décédés et qui se mettent à être vraiment touchés par une personne et à qui c'était. Alors que, ça peut arriver, je sais pas, pour Kurt Cobain, qui est mort dans les années 90 avant que j'ai touché une corde sensible. Mais tu vois, ça peut complètement arriver et on peut tout à fait l'imaginer et d'avoir l'impression d'avoir raté une personne qui est passée avant toi et de te rendre compte qu'il y avait quelqu'un avec qui tu aurais pu développer cette relation parasociale, avec qui il y avait cet effet de halo parce que tu trouves que la personne est cool, parce que tout ça, mais en fait, tu l'as raté. C'est un truc de fou que tu parles de ça parce qu'en vrai, j'y pense depuis tout à l'heure et je me dis à quel point c'est relevant que je parle de ça. Vas-y. Mais justement, quand j'étais. Je devais être au collège, lycée, je pense, quand j'étais un peu émo, tout ça. J'ai découvert Nirvana, il y avait un vinyle de mon daron, j'ai commencé à écouter ça et je découvre cet univers à l'opposé, parce que j'écoute les One Direction en même temps, à l'opposé de ce que je connais, et je découvre vraiment un être torturé, hyper créatif, qui expérimente énormément de choses, et je me retrouve à lire des livres, à regarder des docus, et en fait je me dis je crée une relation parasociale avec Kurt Cobain que je n'ai pas connu de mon vivant, même de son vivant, de loin, même de son vivant. Oui, parce qu'il a dû mourir en 94, je crois. Il est mort en 94 exactement, j'étais même pas née. C'est ouf. Et j'ai vraiment eu cette phase à fond Nirvana où j'étais dedans, quoi, dans ma bulle Nirvana, et j'avais l'impression de le connaître. En plus, c'était pas très longtemps après, ils ont sorti son documentaire. Je sais même plus comment ça. Mais ils avaient retrouvé des cassettes et des enregistrements. Lost Tapes, un truc comme ça. Exactement. Et j'étais allée voir ça au cinéma, et en plus, ça avait encore plus nourri mon obsession à ce moment-là. Et oui, vraiment, j'ai eu cette relation parasociale avec Kurt Cobain à ce moment-là. Comme si c'est typiquement ce truc où tu dis, je suis pas née à la bonne époque. Tu vois?
J'aurais kiffé pouvoir voir Nirvana et être fan de Kurt Cobain, tu vois. Parce que, encore une fois, sa musique m'a touchée, la personne qu'il était m'a touchée, tout ce que j'ai pu trouver de lui m'a touchée. Et en plus, tout le mystère autour de sa mort aussi, ça joue énormément. Mais truc de fou, vraiment, que j'ai pas de ça, je me suis sentie. J'ai pas calculé du tout. Waouh! Je me suis enfin sentie compris. Mais j'aime beaucoup cet exemple-là parce que moi, par rapport à des personnes qui sont déjà plus là, ça m'a pas vraiment arrivé, mais j'ai eu un peu ce truc peut-être de démarrer, d'avoir l'esprit d'avoir manqué quelqu'un quand Chester Bennington est décédé niveau les Linkin Park. Ok. C'était un deuil international. Ouais. J'avais l'impression vraiment. Et ça m'a tellement émue, déjà, la manière dont les fans se rassemblaient et ont rendu hommage, que j'écoutais, mais comme toi, il y avait un côté, j'aime bien, mais genre, je m'intéresse pas jusqu'à avoir une relation parasociale. Et en fait, à partir du moment où il est décédé et qu'il y a eu ce mouvement collectif de lui rendre hommage, j'ai commencé à m'y intéresser plus. Et je me suis dit, putain, trop dommage, je l'ai loupé, j'ai pas eu mon moment... Linkin Parker à ce point, genre pour et j'aurais aimé, moi qui ai un process de fan qui aime en savoir, enfin me rapprocher, clairement on l'a pas dit, mais c'est vrai que personnellement, enfin moi j'ai un process un peu comme ça quand j'aime vraiment beaucoup un truc, j'aime bien connaître un peu plus d'infos sur la personne. Enfin tu sais très bien, Caro, mais du coup j'ai un peu cette sensation de j'ai manqué quelque chose, tu vois. Et c'est intéressant. Et par rapport à Liam, là où c'est différent, parce que j'ai connu avant, toute une période jusqu'à mes 25 ans, de mes 12 ans, là à mes 25 ans, je connais la figure publique, je suis un peu l'actualité, j'ai été extrêmement attachée à cette personne. Et au-delà de la personne, enfin juste la mort de cette personne, a été un choc ultime, tu vois. Et parce que déjà avant, moi, j'avais quand même ce truc-là, tu vois. Et ça arrive à une période après où on le suit moins. Mais... Ce qui est d'autant plus déstabilisant, je trouve. Oui. Parce que... Je suis désolée, je t'ai dit. Parce que, en fait... c'était celui moi que je suivais le moins à l'heure actuelle, parce que moins touché par sa musique, et il fait moins de choses, il faisait moins de choses, il était moins exposé aussi, et puis j'étais plus forcément en accord avec tout ce qu'il faisait et qu'il était les dernières années. Exactement, et donc vraiment quand la nouvelle tombe, déjà déni total, c'est pas possible, c'est pas vrai, il est si jeune, je comprends pas, c'est une fake news, enfin déni, moi aussi, déni total. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu plusieurs jours de réalisation et tout, jusqu'au moment aussi où les gars réagissent. Là, franchement, là, ça te hit et c'est réel, parce que il s'exprime jamais, et là, enfin très peu, et il s'exprime là sur ça. Et c'est vraiment, en plus, moi, j'avais vraiment ce côté, je suis plus trop en accord avec qui il est. Et en même temps, c'est quelqu'un que je connais depuis tellement... Enfin, que je connais, encore une fois, entre guillemets, depuis tellement longtemps, avec qui j'ai grandi, que j'ai vu évoluer, que j'ai vu vivant devant mes yeux à un concert, que j'ai écouté, enfin que... Après, c'est complètement normal, c'est une notion de... Ça te ramène, c'est de la nostalgie, t'es lié... C'est ça. D'une manière nostalgique, vraiment. En fait, l'image de cette personne te renvoie à une époque, donc des souvenirs... Donc forcément, c'est normal d'être touché, bien que tu sois plus en accord avec c'est ce qu'il est, ce qu'il est devenu à la limite. Et donc complètement normal d'être en fait touché, genre tout simplement. Et ces questions, c'est humain, c'est empathique. Quelqu'un meurt, on est triste. Là, c'est que ça te ramène vraiment à des souvenirs, c'est lié vraiment à des souvenirs, tu vois. Et du coup, cette relation, le lien que t'as entretenu en termes de relation parasociale, il y a encore ce côté raté. Putain. Je le rencontrerai jamais. Oui, ce sera plus jamais comme avant. Je ne lui dirai jamais que il a eu beaucoup d'impact dans ma vie, finalement, aussi. Cette reconnaissance-là, tu vois, aussi, de lui dire merci, tu vois. Ça, en fait, je te parle même pas de essayer d'être pote avec lui, je te parle juste de dire merci, tu vois. Comme tu l'as fait à la FNAC, tu me disais au début. Pareil, tu vois. Alors, en fait, cette sensation de pouvoir dire, j'ai dit à la personne qui m'a
fait avancer dans les pires moments de ma vie, merci, tu vois. Et en vrai, One Direction, moi, ça vient après le décès de ma mère. C'est le seul truc auquel je m'accroche. Ouais. Genre dans mon quotidien, je le sais. Je sais très bien que si j'étais autant obsessionnelle, bon, je l'aurais été sûrement sans aussi, mais je m'accrochais à un truc et c'était ça, quoi. Et fallait que j'ai un truc où mettre toute mon énergie et dire merci à ces gens-là, frère. Je suis émue rien que d'y penser parce que juste ça, ils m'ont fait trop de bien à une période où waouh, j'aurais pu m'effondrer tous les jours. Et j'avoue, il y avait des moments c'était compliqué. Parle pas de moi. Mais ouais, en fait, c'est intrinsèquement lié à tout est lié à tes souvenirs de ta vie et surtout à cette période-là d'adolescence. Qui est d'autant plus, où tu te construis et où tu construis aussi potentiellement des amitiés que tu vas garder. Et en fait, moi, je pense que ce qui m'a vraiment touchée énormément et ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est vraiment cette scission où j'avais l'impression que c'était aussi un peu le deuil de mon adolescence et de cette C'est ça. cette il y a un enfant qui meurt en toi. Exactement. C'est vraiment la petite fille en moi qui était en larmes pendant des jours et Grave. qui était inconsolable parce qu'en fait, si j'avais la Caro de 12 ans en face de moi, de lui annoncer cette nouvelle, terrifiant, horrible. Moi, je suis persuadée qu'on est tous des enfants. Hein. Genre. À l'intérieur. Moi, je pense juste que c'est ta forme corporelle qui grandit et que t'arrives à avoir plus de savoir et de distance, mais je suis persuadée qu'on est juste tous des gosses. Et que courir sur la plage, jouer à un ballon, je sais pas, aller danser comme une folle en concert, pour moi, faire du toboggan. On n'est pas tous contents quand on fait du toboggan, même de la balançoire. Tant qu'il glisse, tu vois. Je comprends pas pourquoi, à quel moment on arrête de le faire, genre. Quel moment on arrête de le faire. Personnellement, je suis pour un revival du trampoline. Trampoline, mais ma vie, mais il y a un trampoline quelque part, moi je des fous. toboggans d'adultes, pourquoi il y en a reste plus pas assez, quoi. coincé. Oui, c'est ça, c'est le problème. C'est plus adapté, quoi. Mais dans les aquaparks, on va au parc d'attractions, on fait. Enfin, c'est des sensations d'adrénaline, cherche encore, mais tu recherches sans arrêt des choses qui font réveiller le gosse en toi. Et moi, je suis persuadée qu'on reste des gosses toute notre vie, qu'on est juste une enveloppe corporelle après de ton enfant en toi et que t'essaies de t'en prendre soin tout le temps, quoi. Genre, et la tristesse, ça vient de là, elle vient de ce gosse qui est blessé, tu vois, genre, cette sensibilité, elle est grave enfantine. Et genre, c'est très lié à ça, je trouve, la manière dont tu pourrais être ému parce que c'est lié à ton enfance, mais même où ça serait actuellement, tu pourrais être fan aujourd'hui à 25 ans et il serait mort 10 ans plus tard, c'est l'enfant en toi qui va pleurer aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. C'est cette sensibilité, je trouve que la sensibilité est liée au gosse. Et donc et tout ce qui va avec la sensibilité, avec les actes et les gestes, la raison, la morale viennent avec l'adulte, mais c'est l'enfant qui est un peu le noyau de tout ça, tu vois. Et enfin, je vais dans un chemin un peu étrange, mais vous m'avez compris, quoi. Oui. Et il y a vraiment, dans le deuil, je vois un peu ça. Parce qu'on fait le deuil de tout dans la vie, tu vois. Il y a une fin à tout. Et il y a la fin de l'admiration aussi. On n'en a pas parlé, mais il y a la fin aussi de la relation parasociale. Elle peut se terminer. Et c'est aussi un deuil. Et donc, il y a celle qui est très abrupte de la fin de la vie, mais t'as aussi l'arrêt aussi de... T'auras peut-être une attache toujours, mais t'auras plus la relation parasociale telle qu'elle a existé. Tu vis au quotidien comme tu l'as vécu à une période. Et c'est ok complètement. C'est aussi une question, je pense, de proximité, aussi d'attachement. Tu te retrouves plus, tu disais que tu te retrouvais plus dans le personnage de Liam. En tout cas, quand je choisis mes mots quand je dis personnage parce qu'on le connaît pas, mais on se retrouvait plus dedans et du coup tu t'éloignes naturellement. Mais comme des amitiés en fait. Ce que j'allais dire, comme des ex ou des amitiés ou de la famille, peu importe. Enfin, tu te retrouves plus dedans, donc tu prends tes distances. Et et je trouve que c'est le deuil, l'exercice qui te rappelle davantage que ça reste un humain. Parce qu'en fait, la vie a pris fin. Et donc, comme tu dis, Nathan, tu avais cette réalisation il a été vivant. Et donc, du coup, le deuil, c'est, je pense, vraiment le point qui te fait davantage réaliser le truc tangible. Évidemment, que ça a été réel, que ça a compté pour toi, tu vois. La perte, en fait. Juste. Au moment où c'est plus là, c'est plus tangible. Au moment où tu te rends compte. Petite note triste pour cette fin d'épisode, MDR. C'était ultra intéressant. Je suis d'accord. Je tiens à dire vraiment, ça a pris une super tournure.
J'ai trop kiffé parler de ça avec vous. J'espère que votre dimanche était quand même cool. Même si C'était un super dimanche. on va aller profiter du soleil dehors parce qu'il fait beau. On est dimanche 6 avril quand même. Non, mais merci à vous d'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode, que vous êtes un peu retrouvés, que vous avez compris des choses peut-être. Voilà. Donc, je vous dis merci et à la prochaine fois dans un nouvel épisode. Merci. Gros bisous. Bisous.